Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Je pense que vous le savez, c'est vraiment un des 2 piliers majeurs de l'investissement avec la bourse et d'ailleurs, c'est super complémentaire avec la bourse puisque ça va permettre de diversifier votre patrimoine et pour ça, moi, j'ai invité aujourd'hui, monsieur Rodolphe qui est un investisseur immobilier, qui est un expert, qui en parle sur sa chaîne. Il va bientôt se présenter et on va du coup parler de comment débuter en immobilier, comment trouver des biens rentables. On va parler chiffres, on va voir, même, des Excel, pour, bien calculer la rentabilité, quelle ville choisir, comment choisir ses biens, comment analyser une annonce, sur Le Bon Coin et cetera. Donc on va vraiment rentrer dans les détails, on va aller loin et on va essayer de faire, vraiment un guide complet de l'investissement pour les débutants. Donc merci, Rodolphe, de d'avoir répondu présent et est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, en tant qu'investisseur? Très bien. Bah, écoute, bonjour Mathieu déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ta chaîne, de m'accueillir au sein de ta communauté Mathieu. Donc voilà, je m'appelle Rodolphe, alors c'est mon prénom, Monsieur Rodolphe, c'est le nom, de ma chaîne YouTube et c'est un petit peu le nom, commercial, que j'utilise. Donc moi, je suis investisseur immobilier depuis tout début 2014, hein. J'ai acheté mon premier bien immobilier, c'était à la fin de l'année 2013, les vacances de enfin le comment dire? La fin de l'année passée et début d'année 2014, je suis devenu propriétaire de mon tout premier immeuble de rapport et donc au début, j'avais fait ça, bah, pour, tout simplement, me lancer, hein, parce que je savais que j'avais un besoin personnel de créer une autre source de revenus en parallèle de mon travail de l'époque qui me plaisait pas du tout, en fait. Et puis, bien que j'ai quand même commencé, début 2014, j'ai hésité pendant plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré une personne, c'était en 2009, donc vous voyez, ça commence vraiment à remonter et en 2009, cette personne, a commencé à m'apprendre certaines choses. Cette personne, c'est une personne qui a investi, massivement dans l'immobilier, qui a acheté entre un et 2 biens immobiliers entre 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, et 2015. C'est une personne qui est malheureusement aujourd'hui décédée, mais qui s'est éteinte en étant, propriétaire d'un patrimoine de plus de 140 biens immobiliers et cette personne m'a absolument tout appris. Elle m'a accompagné. C'est une personne qui était très, très proche de la famille de mon épouse et donc lorsque mon épouse, me l'a présenté, clairement, j'ai senti qu'il y avait un mentor dans ma vie, qu'il y avait quelque chose qui allait changer, qu'il y avait un tournant et cette personne m'a absolument tout appris. Que ce soit la gestion avec les locataires, que ce soit le comment décrocher un crédit auprès d'une banque, comment trouver, un bien immobilier qui va donner de la rentabilité soit maintenant, soit plus tard. Bref, toutes les petites ficelles qui font qu'un investissement immobilier va être rentable, immédiatement et surtout pérenne dans le temps. Donc heu, donc voilà. OK, bah, super, hein, franchement, très très jolie, cette histoire et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc tu as acheté ton premier bien fin 2013, début 2014. Où est-ce que tu en es Exactement. aujourd'hui? Combien tu as de d'appartements ou d'immeubles? Est-ce que Et tu peux donc nous donner des chiffres, par exemple, sur yes, ça? yes. Alors, aujourd'hui avec mon épouse, on est propriétaire d'un parc de, 24 biens, immobiliers. Donc on est sur un rythme d'achat qui est entre un et 2 biens par an, 3 biens par an les très, très belles années et donc en fait, ce qui, bah, Un tu peu vois, là, comme ton par exemple mentor, du coup, c'est ça? comment? 1 à 2 biens par an, c'était un peu comme ton mentor, du coup, c'est ça? Exactement, c'est le Ouais, rythme, bah, en fait, c'est mon exemple, hein, comme tu dis, c'est mon mentor, donc du coup, ouais. c'est le rythme que j'ai voulu avoir. J'ai cru que j'allais être bloqué au niveau des banques parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand je regarde le taux d'endettement que j'ai avec, quasiment 2 000 000 d'encours à la banque, je me dis: «Mais en fait, comment est-ce que je peux continuer toujours à emprunter?» Bah, en fait, en appliquant, bah, les techniques que mon mentor m'a données, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, les robinets des banques sont toujours ouverts et du moment qu'on rassure son banquier devient, quelque part votre nouveau meilleur ami et il pourra jamais vous dire non, du moment que vous maîtrisez parfaitement. Et donc si tu veux, c'est vraiment une des choses parce que je me suis du coup, intéressé à la bourse, hein, j'en fais aussi parce que pour moi, comme tu l'as dit en introduction, l'immobilier et la bourse sont vraiment 2 choses très différentes, mais pour autant très, très complémentaires. Et donc, moi, ce qui me plaît beaucoup avec l'immobilier, c'est qu'on peut trouver des biens immobiliers qui vont avoir 6, 7, 8, 12, 15 de rentabilité brute, sachant que, si on a, admettons qu'on veuille emprunter avec de l'apport, moi je sais comment emprunter sans apport, mais s'il y a des gens qui veulent quand même mettre de l'apport, si tu as 10 000 € et que tu les fais travailler à 10, bon, bah, tu auras un bon résultat. Mais si avec la banque, tu mets 10 000 € sur la table et que tu empruntes 100 000 € et que tu fais travailler ces 100 000 € à 10, 12 ou 15, bah, forcément, tu as un levier d'action et de Ouais. potentiel d'enrichissement qui est juste, multiplié par 10 et c'est justement ce fabuleux effet de levier de la banque qui est très, très fort et ce qui me rassure aussi beaucoup, c'est que
La banque, par exemple, te prêtera jamais de l'argent pour investir dans des produits qui sont pas forcément, très, très fiables ou quoi, ou pour acheter une voiture qui va prendre de la valeur ou quoi. Non, la banque te prêtera de l'argent uniquement pour acheter de l'immobilier parce qu'il y a rien de plus fiable. L'immobilier prend de la valeur de manière très constante depuis quasiment le 15e siècle, depuis là où on a l'historique des toutes premières transactions en France, ça n'a fait que monter. Au pire, ça stagne, ça reste flat, mais ça ne baisse absolument jamais. Donc et c'est aussi cette sécurité parce que moi je fais partie des gens, tu sais, je suis ingénieur de formation à l'origine, je suis assez cartésien et pour moi, lorsque je me lance dans quelque chose, il faut vraiment que je sois, ceinture bretelle. Il est hors de question de prendre le moindre Ouais, risque ouais. et si tu veux, c'est d'ailleurs, bah, c'est un petit peu ce qui m'a beaucoup plu de toi, par exemple, dans ta méthode d'aborder la bourse, c'est que la bourse, Mmh. c'est aussi, quelque chose où il peut y avoir des risques, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on fait n'importe quoi. Mais si, on sait lire comment dire? Les métriques et qu'on sait interpréter les chiffres, bon, bah, le risque, il devient extrêmement mesuré et par rapport au potentiel qu'il y a en face. Donc voilà, moi, Ouais, si ouais, tu veux, clairement. Je pense pour moi, qu'on a l'immobilier, des voilà. on a on a enfin, on a un peu le même parcours, on était ingénieurs avant, tous les 2 et on a cet esprit cartésien. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette connexion entre nous 2 et que, on apprécie chacun, la philosophie d'investissement de l'autre, chacun dans son domaine. Donc ça, c'est super cool. Heu, du coup, aujourd'hui, ta stratégie, c'est quoi? C'est que tes biens prennent de la valeur ou c'est de toucher, un rendement locatif intéressant, de toucher du cash flow? Et aussi, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, combien l'immobilier ça te rapporte, à long terme? Yes. Alors moi, si tu veux, bah, là, écoute, pour pas te raconter n'importe quoi, j'ai fait la partie de l'année que j'aime pas faire, c'est que j'ai fait ma déclaration d'impôt sur, l'année D'accord. Ouais. précédente et donc l'année précédente, j'ai déclaré 207 000 € de revenus locatifs. Donc dis-toi que sur OK. 2 millions d'euros de patrimoine, avoir, 200 000 € de revenus, ça veut dire que le patrimoine fonctionne à une vitesse environ de 8 et demi, allez 9 par an parce que j'ai des biens immobiliers qui sont en location classique. Il y a de la colocation, il y a aussi de la location courte durée. Bref, je fais une sorte de véritable mix dans les modes de location. C'est ce qui m'a permis justement de passer la période covid sans aucun problème parce que j'avais qu'une très petite partie de mon parc immobilier en location courte durée, tandis que tous ceux, bah, qui ont fait de l'immobilier, très rentable avec de la location courte durée, bah, le jour où, l'appartement que tu as acheté sur la Côte d'Azur pour être sur Airbnb, est fermé de force pendant 6 mois, il faut quand même payer le crédit. Donc du coup, voilà. Comme moi j'ai fait un mix de tout, je n'ai eu absolument, aucun problème et donc sur les 202 000 € de crédit que j'ai eu à payer de Le loyer revenu pardon, foncier? plus, Ouais. il y a environ 70 000 € de crédit en face, donc tu retires 70 000 €, à peu près 30 000 € de fiscalité et donc au final, il me reste exactement 101 000 €, bah, qui me restent pour moi dans ma poche, De directement pour cash vivre flow? au OK. quotidien. De cash flow. Voilà, mais de cash Ouais, flow, OK. une fois que l'impôt sur le revenu est payé, une fois qu'absolument tout est payé. Donc après, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc si tu veux tu prends la même situation que moi, mais tu la mets à une personne qui vit seule, elle va pas être dans la même tranche marginale d'imposition. Donc moi, je te dis ça, c'est Ouais, pour ma je comprends. situation personnelle. Voilà. Du coup, les revenus fonciers, du coup, c'est net en plus, enfin, c'est une fois toutes les charges déduites? Oui, tout à fait. Les Là revenus là, fonciers, ouais, justement, je t'ai voilà. fait une descriptif de toutes les charges. Quand je parle des 30 000 € que j'enlève, il y a de la fiscalité, il y a les taxes foncières, il y a Yes. pour moi, si tu veux, OK. la taxe foncière reste un impôt qui est perçu par l'État. Donc tout ce qui part, tous les chèques que tu fais au nom du Trésor public, pour moi, ça reste de la fiscalité. Si j'avais eu de l'URSSAF à payer, bon, bah, j'en ai pas, mais j'aurais considéré ça comme de la fiscalité. Donc OK. OK, voilà. bah, en tout cas, c'est super, en fait, on peut voir, ce qui est possible de faire en immobilier du coup, si tu as commencé en 2014, ça fait, 8 ans. En 8 Exactement, ans, le parcours que tu as fait, voilà, c'est assez exceptionnel, c'est clair. Donc, exactement. pour quelqu'un qui débute, alors évidemment, il va pas arriver à, autant de patrimoine que toi, rapidement, mais on peut faire des choses. Clairement, on peut faire des choses. On peut Mais clairement, utiliser en les fait comme utilise la banque et quelqu'un qui rapidement, débute, moi, si tu veux, regarde, 2014, j'avais 29 ans. Je suis né en 85. J'avais 29 ans. J'étais à 1 800 €, non, pardon, 1 600 € brut par mois. J'avais un 13e mois et j'avais à l'époque donc un arrière-grand-père qui était décédé et qui avait laissé en héritage à tous ses arrière-petits-enfants la somme de 6 000 €. Donc quand j'ai commencé, j'avais 1 600 € brut et j'avais 6 000 € sur un livret d'épargne auquel je n'ai jamais touché. Donc voilà si tu veux un petit peu ma situation de départ dans laquelle je suis parti. Il y avait ouais, rien de terrible, hein, tu vois? 1 600 € brut, c'est quoi? C'est un SMIC amélioré, tu vois? C'est vraiment pas un salaire qui fait rêver et pourtant,
grâce alors une fois de plus, hein, grâce à mon mentor, j'ai su comment monter un dossier à la banque qui soit vraiment, hyper béton et j'ai eu un crédit du premier coup. J'ai pas eu à faire 50 banques. La première banque m'a financé alors que j'avais un loyer qui me prenait, quasiment 40 de mes revenus. Enfin bref, j'étais vraiment dans une situation qui faisait que, normalement, je n'étais absolument pas, finançable. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, donc c'est vraiment c'est assez accessible, quoi et il faut avoir des revenus évidemment pour, payer les mensualités, si, Exactement, s'il y a pas de locataire, par exemple, un jour ou autre exactement. et la banque, il faut des revenus mais par contre, l'immobilier, c'est assez accessible dans le sens où il y a pas besoin de, toucher 10 000 € par mois pour commencer. Pas Toi, du tu tout. tu touchais 1 600 € par mois. OK. Exactement et c'est d'ailleurs là que c'est un petit peu dangereux, c'est qu'en fait, tout le monde, je dis vraiment bien, hein, tout le monde peut acheter de l'immobilier, mais c'est pas parce que tout le monde peut acheter de l'immobilier que tout le monde doit acheter de l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui sont en capacité, si tu veux, de s'endetter, qui vont acheter n'importe quoi, qui vont faire d'énormes bêtises. On aura l'occasion d'y revenir Ouais, on va un en peu parler. plus loin. J'espère que tu vas me poser les bonnes questions, sinon je te parlerai des bons sujets. Mais il y a des gens qui font vraiment des erreurs et pour eux, ce serait vraiment dangereux de s'endetter. Donc si tu Ouais, veux, effectivement, tout le monde peut emprunter. Pourquoi? Parce que la banque, elle prête de l'argent. C'est pas la banque qui va s'occuper de recouvrer les fonds si jamais tu es en accident de crédit, si jamais tu ne peux pas rembourser ton crédit. Ça va être, Crédit Logement, qui est un organisme national qui va s'occuper, eh bien, de récupérer la maison, de mettre en place les hypothèques, ouais. bref. Donc la banque, elle prête de l'argent, mais si tu veux, c'est comme si elle donnait une voiture à une personne qui n'a pas de permis de conduire. C'est exactement pareil. OK, ouais, je vois. OK. Bah, en tout cas, c'est super et j peut-être il y a une question que certaines personnes se posent, c'est: «Est-ce qu'on peut investir quand on est étudiant?» La réponse, c'est oui. Moi, j'ai déjà vu des gens investir avec, enfin, en étant étudiant, avec un prêt Ouais. étudiant et cetera. Alors des fois, c'est un peu limite aux yeux de la banque et cetera, mais voilà, c'est possible. C'est possible, je connais des gens qui l'ont fait. En fait, c'est pas limite. Moi aussi, j'en connais un paquet qui ont fait ça Ouais, et si tu veux, ce qui est pas mal avec le crédit étudiant, c'est qu'en principe, c'est un crédit qui est dédié au paiement d'écoles supérieures en vue de l'obtention d'un diplôme. Sauf que du coup, tu peux le demander au niveau de la banque. Qui est-ce qui est caution pour toi? C'est l'État. Donc du coup, la banque, elle dit: «OK, monsieur Dupont, là, il me demande un prêt de 50 000 € pour faire ses études parce qu'il part en Suisse, dans une université à Genève ou il part aux États-Unis», bref, on sait pas. On lui fait un virement de 50 000 €, c'est l'État qui est caution et en fait, on ne va même pas aller vérifier ce qu'il va faire de cet argent. Donc en ouais, fait, parce que après voilà, tu peux pas après je crois que ça dépend d'un montant. Au-delà de 70 000 €, c'est la banque qui va directement payer l'université. Donc si tu veux, il y a des paliers à pas franchir, mais avec 50 000 €, tu peux déjà commencer avec un, 2, 3, 4, 5 parkings par exemple et ou un acheter un studio. parking ou un studio par exemple. Il y a plein de villes où pour 50 000 € on a un studio. Ouais, Donc tu peux tout à fait commencer comme ça. OK. Bah, super, bah, d'ailleurs, c'est un peu ma question là. J'ai pris quelques notes et j'ai déjà mis, quelques questions là dans mon petit fichier. Beh, j'avais une question justement par rapport à ça. Comment, quand on commence en immobilier, à ton Ouais, avis, selon toi, selon ton expérience, par quoi il faut commencer? Est-ce que voilà, est-ce qu'on pense déjà au studio, au parking, tu as parlé même? ouais. Ou est-ce qu'on peut directement attaquer avec une colocation ou même, un immeuble de rapport? D'ailleurs, enfin voilà, Mmh. si tu as des si on ira ensuite sur Le Bon Coin un peu pour voir un petit peu les différences. Peut-être il y en a, immeuble de rapport pour eux, c'est pas ils se le représentent pas dans leur tête. On ira voir ça. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que tu en penses pour débuter? Selon toi, c'est quoi le mieux? Alors écoute, pour débuter, il faut surtout commencer par quelque chose de simple, que l'on comprend à 100. Commencer par une colocation, c'est déjà commencer avec un produit immobilier qui est certes rentable, mais qui est un peu compliqué, un peu alambiqué parce qu'il y a différents types de baux de location. Tu sais, le bail de location, pour ceux qui connaissent pas, c'est le document c'est le contrat de location, en fait, qu'il va y avoir entre le locataire et toi, le propriétaire. Donc, le contrat de location en colocation est différent du contrat en location d'une location, je dirais, plus classique. Donc si tu veux, il faut vraiment commencer par quelque chose de petit. Moi, je vous conseille de rester systématiquement sous votre seuil d'endettement. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui, pour prendre des chiffres simples, qui gagne 2 000 € par mois, elle peut s'endetter sans aucun problème à hauteur de 666 €. Donc ça fait un tiers de 2 000 €, sans aucun problème. Donc 670 € par mois, ça veut dire que avec cet argent-là, elle peut sans aucun problème lever un crédit de 150 000 € pour acheter un premier appartement. Bon, avec 150 000 €, il y a des régions de France où tu vas avoir une ferme entière et puis, des régions de France où tu auras qu'un toilette sur le palier. Donc si tu veux, toi, par exemple, qui vis, par exemple, à Toulouse ou en région toulousaine, pour 150 000 €,
tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un appartement qui va faire dans les 30 carrés, 25 carrés. OK, ça va être bien placé, ça va être dans Toulouse. En termes de tension locative, ça va être parfait, tu auras aucun souci pour trouver un locataire. Mais je pense que c'est pas forcément le meilleur produit pour commencer. Pourquoi? Parce que si tu achètes quelque chose à 150 000 €, tu vas obstruer de manière immédiate ta capacité. Donc il faut rester, je pense, à 15-20 en dessous. Donc acheter un bien qui va te coûter 500 € par mois pendant 25 ans, ce qui représente environ une somme d'achat de 100 000 €. 100 000 € frais de notaire inclus. Tu peux très bien trouver, en province, dans une ville attirante, un T2, 100 000 €. Donc un T2, c'est un appartement avec une chambre qui est séparée du reste de la maison. Il peut y avoir un salon avec la cuisine, la salle à manger dans une seule et même pièce, mais en gros, il y a 2 pièces principales, la pièce de vie et la chambre, donc T2. Et moi, je pense que c'est vraiment le produit le plus simple pour commencer. Pourquoi? Parce que, je crois qu'il y a 60 du parc immobilier français qui est composé de T2. Ce qui veut dire que quand tu vas te mettre à chercher, tu vas avoir l'embarras du choix des T2. Et pourquoi c'est les T2? Parce que c'est ce que les gens veulent de plus en plus et c'est ce que les locataires recherchent le plus souvent. Donc Ouais, ça s'achète vite, ça se revend vite et comme il y a beaucoup de choix, bah, tu peux te permettre d'émettre des critères, enfin ouais, d'émettre des critères de sélection assez rigoureux. Donc ça, c'est vraiment pas mal et puis, voilà, le mieux, c'est de le commencer, en location meublée. Donc vous achetez un appartement, mettons un T2, 30 carrés, vous achetez un lit, un peu de mobilier comme si vous deviez y vivre. C'est pas la peine de faire une décoration, ultra soignée avec, des spots encastrés, avec, la cuisine, avec, tu sais la paillasse en grès qui fait 10 centimètres d'épaisseur, en granit ou ouais, ce genre de choses. Non, on peut très bien faire des choses qui sont très jolies, très conviviales, à moindre coût. Attention, faut pas tomber non plus dans le bas de gamme, mais il faut être dans un bien immobilier dans lequel soi-même on se sente bien, dans lequel on aurait absolument aucun souci de dire à un ami: «Tiens, je te prête mon appartement pendant un mois» ou qu'on puisse le prêter à sa maman ou à son, ou j'en sais rien moi, à ses parents, à ses frères et sœurs. Voilà, que un bien qu'on est fier de posséder. Ça, c'est ouais, très ouais. important. En tout cas, pour ce que je prône moi, l'investissement en bon père de famille. OK, d'accord et oui et forcément acheter un T2, ça sera quand même, en général, beaucoup moins de complications que partir sur un immeuble de rapport ou une colocation, comme tu disais, avec des baux, qui sont plus délicats à gérer ou même des locataires, où il y a plus de rotation des fois et cetera donc ouais. OK, Exactement et donc en fait, super. aujourd'hui, du moment que tu as un revenu qui est stable, du moment que tu gagnes, ouais, je te dis à partir de 1 500 € ou 2 000 € par mois, tout le monde peut se permettre de s'offrir un T2. Alors pas partout, un T2, un T2 à Paris, non, ça c'est pas possible, tout le monde Ouais. peut pas. Mais en revanche, un T2 en dehors de Paris, oui, tout le monde peut. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Et puis comme tu disais, par contre, bon, faut faire les choses, bien. Tu as commencé à parler de meublé, donc de fiscalité, on va en reparler ensuite. Ouais, Mais c'est clair que, quelqu'un qui achète le même T2 peut avoir des résultats complètement différents en fonction de ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait des travaux? Est-ce qu'il optimise sa fiscalité? Est-ce qu'il choisit des bons locataires et cetera? Donc il y a vraiment derrière des stratégies à avoir et ça ouais. on va en reparler. Moi je voulais, tu as parlé un petit peu de ville, de Paris, donc moi je suis sur Toulouse. J'avais une question par rapport à ça. Au début, quand on veut investir, bah, comment on fait pour sélectionner sa ville? Quels critères, toi tu utilises? Et aussi, bah, voilà, si tu par exemple Toulouse, très bon exemple. Ouais. Où est-ce que tu investirais toi à Toulouse pour débuter par exemple? Justement, Mathieu, excellent exemple, hein, pour, la ville de Toulouse. Admettons que moi demain je m'installe à Toulouse et j'ai envie d'investir à Toulouse. Déjà, ce que je vous conseille, c'est d'acheter à moins d'1 heure et demie de trajet de chez vous. Pourquoi? Parce que si vous mettez plus d'1 heure et demie à vous rendre dans le logement que vous souhaitez acquérir, ça va vous fatiguer parce qu'au début, il y a quand même plusieurs allers-retours à faire, ne serait-ce que pour visiter, pour faire des mesures, pour peut-être surveiller les travaux, pour mettre en place votre locataire. Si vous mettez plus d'1 heure et demie à chaque fois, ça va vous dégoûter et vous allez perdre le moral, vous allez arrêter. Je dirais même que l'idéal, ce serait d'être à moins d'1 heure. Et là, on va voir que même si Toulouse est une ville chère, je suis sûr et certain qu'on peut trouver, des biens immobiliers qui sont intéressants, à Toulouse ou en périphérie de Toulouse. Donc tu vois, là, si tu peux, Mathieu, faire apparaître mon écran d'ordinateur, on va emmener tout le Ouais, monde sur le bon coin. Et donc, on est, ici, donc on sélectionne catégorie immobilier, vente immobilière. On va rechercher uniquement les appartements et de base, ça c'est mon expérience qui le dit, c'est que la rentabilité, elle existe en dessous de 2 500 € du mètre carré. Donc ça peut paraître peu parce que, dans Toulouse, il y a peut-être des quartiers où on est à 6 000 – 7 000 € du mètre carré, mais je peux vous garantir que dans les villes qui sont dans la périphérie de Toulouse ou dans certains quartiers de Toulouse, on est largement en dessous et c'est ce que l'on va chercher, à chercher sans pour autant être dans des quartiers, non plus forcément très populaires.
pas forcément très bien fréquenté ou quoi. Donc, on va faire l'expérience. Ici, on sélectionne appartement. Donc, ici, surface habitable, on va demander au logiciel du Bon Coin de nous sortir tous les biens qui font au minimum 40 mètres carrés et qui présentent un prix maximum de 100 000 euros. Pourquoi? Parce que 40 mètres carrés fois 2 500 euros du mètre carré, ça fait 100 000 euros. Donc, prix maximum, 100 000 euros. Donc, OK, type de bien, type de vente, on prend uniquement les biens anciens. Il n'y a jamais de rentabilité dans le neuf et les viagers, c'est autre chose. Les viagers, c'est un autre type d'achat immobilier. Donc, on OK, fait ça et bien sûr, on va taper la localité. Donc, Toulouse, on va prendre Toulouse dans le 31 et on va demander au Bon Coin d'aller échanger. Tu vois, donc déjà, il y a 11 biens immobiliers qui sont dans Toulouse et qui sont à moins de 2 500 euros de mètre carré. Mais on va quand même agrandir un petit peu parce que tu vois, moi, je connais pas Toulouse, mais je sais qu'il y a il y a la ville de Blagnac, qui n'est pas à Toulouse, mais c'est Blagnac, en fait, qui emploie tout le monde, tous les gens qui sont, ouais. à Toulouse et si tu Il y a veux l'aéroport là-bas, ouais. Il y a exactement, il y a l'aéroport et il y puis je a crois il y a que Airbus, il y a du monde, ouais. Airbus, ça embauche, 14 ou 15 000 personnes de manière permanente, quoi. Donc c'est quand même une entreprise assez dingue. Donc tu vois, 78 résultats. Donc on clique ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Après là, on va évoquer des noms de villes ou de quartiers que moi je maîtrise pas. Après, il faut affiner un peu la sélection. Mais donc là, tu vois, là, il y a un appartement, 62 mètres carrés, 86 000 euros. Donc là, qu'est-ce qu'on voit quand on voit ce genre d'image? Je vais essayer de zoomer au maximum pour que ce soit visible. Donc Ouais. là, bon, on est sur un appartement, type, années 80. Déjà un indice ici, c'est que l'appartement est vendu vide. Donc vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il coûte à son propriétaire. Il coûte des charges de copropriété, il coûte de la taxe foncière, il coûte potentiellement de la taxe d'habitation. Donc si tu veux, le bien, quand je vois ça, moi, ça m'attire. Pourquoi? Parce que le bien tel quel, il est sûrement négociable parce que le vendeur est pressé de vendre parce que son bien lui coûte. Tu vois ce que je veux dire? Ah ça, c'est intéressant ça, ouais. C'est très Ensuite, bon, intéressant. là, tu as des photos. On voit que tu as de la moquette au sol. Ici, c'est la photo n'est pas nette du tout, mais on a l'impression que c'est une sorte de linoléum. Donc bon, on est sur un habitat qui est un petit peu bas de gamme. Je sais pas trop où est-ce que ça se trouve, hein, on va lire le texte après. Donc on est sur ce type d'immeuble. Donc moi, ce type d'immeuble-là, typiquement, je n'achète pas. Pourquoi? Parce que les charges de copropriété sont toujours énormes. Ils vont peut-être nous donner le détail, hein, mais on doit être sur peut-être sur du 150 ou 200 euros par mois. Et si les charges de copro sont trop importantes, eh bien, ça va venir détruire notre rentabilité. Donc là, on va juste pour la beauté du geste, on va regarder un petit peu tu vois, copropriété, on est à 166 euros par mois. Donc j'étais pas Ah trop, ouais, trop ouais. loin. Tu as l'œil, Hem, tu as l'œil. ouais, bah, tu Ouais, sais, j'en ai vu vraiment des milliers ça donc sent la personne qui a passé du temps sur le bon coin, ouais, hein. c'est clair. Ouais, Donc là, d'accord, ouais, toi c'est un d'environ quartier qui est un peu populaire, on va dire, ouais, ouais. d'accord. C'est évidemment pas le meilleur quartier de Toulouse, ouais. Donc si tu veux, voilà, en fait, il faut se dire une chose, c'est que est-ce que toi, Mathieu, dans cet appartement qui est vieillot, mais imagine-le, il est complètement refait. Là, il y a 62 mètres carrés. Admettons, on est sur un niveau de rénovation qui va coûter 500 euros du mètre carré. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as injecté 500 euros fois 62, ça fait grosso modo 30 000 euros. Donc un appartement qui va être très, très bien. Est-ce que toi, tu pourrais y vivre dedans, même temporairement, même 6 mois, 1 an? Est-ce que ce serait pour toi possible ou est-ce que le lieu est trop, je dirais, entre guillemets, «coupe-gorge» pour y vivre? Non, moi j'ai eu vécu dans pas ce quartier exactement, mais quelque chose qui ressemble, j'ai plus trop envie d'y vivre, hein, effectivement. D'accord, OK. Non, mais écoute, non, mais en fait, J'ai c'est trop envie très, d'y très ouais. important parce que, Ouais, ces critères-là, si toi-même tu pourrais pas vivre dans ce bien-là, c'est ouais, pas la peine. ouais, Voilà, ouais, OK. c'est critère numéro un, et C'est souvent c'est pour l'emplacement, ça ouais, que l'emplacement. l'emplacement est important. Alors c'est pas non plus ce qu'il y a de plus déterminant, mais ça peut être un paramètre qui peut exercer son droit de veto, quoi. Ici, on voit OK. quoi? Là, déjà, c'est un peu mieux, tu vois, il y a un peu de verdure. Quand il y a la flèche comme ça veut dire que c'est un prix qui est en baisse. On est sur du 1 200 € par mètre carré et on est Ah sur le ouais, code non, pas postal cher. 31 100. Hem, Ouais, ouais, le 31 100, c'est le quart enfin, c'est pas le quartier, mais on va dire c'est la zone de Toulouse où, il y a les quartiers un peu plus populaires, ouais. d'accord. Donc on voit effectivement, bon, tu peux voir à la effectivement, bon, c'est un peu, bon, à part ça, l'immeuble est quand même pas mal et il faut aussi se dire qu'il y a des locataires possibles pour ça et c'est pas du tout forcément des locataires à problème. Il y a des gens qui Ouais, peuvent très bien habiter dans ce quartier-là parce qu'ils veulent aller à leur travail à pied à 5 minutes de là, tu vois? ouais, Donc faut pas non plus se mettre trop de freins parce qu'après si tu te mets trop de freins, tu trouves plus rien. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas être exigeant non plus. Donc là, on est encore sur 31 100. Là, on est sur, alors, Bolbec dans le 76. 76, c'est un département qui est limitrophe ou c'est ouh une là, je erreur du sais Bon pas. Coin?
Département, 76, j'ignore. Ouais, moi aussi, là, regarde, Seine-Maritime, ah non, non, mais c'était une erreur, c'est c'est une grosse oui, erreur non, de Le Bon Coin. je Qu'est-ce qu'il sais fait pas là, ce qui lui? se passe. Là, tu vois, tu as, le Salvetat-Saint-Gilles. Ça, comme quartier, OK. c'est comment? Je connais pas. Là, je connais OK. pas. Là, écoute, tu vois, déjà, on est beaucoup plus cher, on est sur du 2 275 € du mètre carré. Donc on reste OK, dans des seuils de rentabilité intéressants. 2 pièces, 40 mètres carrés, 91 000 €. Ça, qu'est-ce OK, qu'on voit? Alors on voit quoi? On voit ici, tu vois ici chauffage électrique, ça veut dire que donc on n'a pas de chauffage central. Ça, c'est assez énergivore. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc on est sur un habitat qui doit être, je pense, qui est quand même assez récent. À quoi je vois ça? Je vois ça au fait qu'on est assez bas de plafond pour gagner des mètres carrés pour un immeuble de 30 mètres de haut, bah, du coup, on tasse les étages pour caser des étages en plus et si tu veux, je vois à ce type de balustrade qu'on est sur un bien immobilier des années 90 et ça ce qui correspond un peu à la mode, de la cuisine, tu vois? OK. Heu Ah, c'est très intéressant de voir comment tu analyses, un bien, ouais. Ici, on voit quoi? On voit qu'on est sur un parquet flottant qui est très, très bas de gamme. Bon, c'est vraiment pas la folie de Bordeaux, hein, ça. On est sur un bien immobilier, heu, qui a l'air d'être fonctionnel, hein, mais ça, on doit être dans une copropriété, je te dis des années 80-90. Après, il faut voir, hein, si le quartier est bien, qu'on est situé près d'une école, qu'il y a un quartier qui est intéressant. Ici, tu vois, on est sur une copropriété de 10 lots, donc c'est bien, c'est une petite copro, tu vois? Je pensais que ça aurait été une très grande copro, en fait, non. 10 lots, aucune procédure en cours, 60 € de charges par mois, ce qui est très, très raisonnable. Après, il faut regarder aussi un critère qui est important, c'est ça, c'est la classe énergie. Là, on est en D. Pourquoi c'est important? Parce que tous les biens qui sont classés en G, à partir du 1er janvier prochain, ils seront interdits à la location. Donc, ça, c'est dans le cadre de, tu sais, des accords de Paris, donc sur le climat. Donc tout ce qui est en G ne sera plus autorisé à la location, il faudra faire des travaux de rénovation énergétique. Là, on est en D, ça veut dire que la copropriété est assez récente, donc il y aura pas de gros frais à prévoir. Ça, tu vois, par exemple, ça, c'est un bien immobilier. Si j'habite à Toulouse, ce que je vais aller faire, c'est que je vais cliquer ici sur mettre cette offre en favori et je vais la voir. Je vais la voir, pourquoi? Parce que le Salvetat-Saint-Gilles, je sais pas du tout à quoi ça ressemble comme quartier. Où est-ce que ça se trouve? Est-ce qu'on est loin de Toulouse? Est-ce qu'on est à peut-être à 10 minutes en voiture de Blagnac? Dans ce cas-là, bah, peut-être qu'un cadre, qui vient, s'installer pour bosser chez Airbus, bah, il peut peut-être être content d'être là et voilà et un appartement comme ça, un autre produit qui est intéressant, c'est que tu fais ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier la tension locative. Donc tu vois, je prends le code postal 31 880, je vais ici. Donc le site sur la tension locative, on va voir, peut-être que ça va rien nous dire, mais peut-être que ça va nous dire quelque chose. OK, donc en fait, le Salvetat-Saint-Gilles, ça doit être une petite ville parce que ça nous dit pas le quartier. Tu vois? Ça nous dit Ouais, pas OK. on n'a pas d'information. En revanche, ici, tu tapes une ville un peu plus grande comme, par exemple Blagnac, tu vois? 31 700. Si tu achètes un T3 ou mettons un T2 à Blagnac, on voit quoi? On voit que c'est entre normal et difficile pour un locataire de trouver un logement. Ça veut dire qu'il y a une véritable tension locative à Blagnac. D'accord? Et en plus de ça, ce qui est rassurant, c'est que le budget des locataires, il est équilibré. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Blagnac, sont des gens qui peuvent vivre à Blagnac. C'est-à-dire que les revenus de ces gens-là correspondent au montant des loyers pratiqués. Tu vois, ce qui est pas le cas à Paris, c'est qu'à Paris, tu as plein de gens, bah, qui touchent le SMIC et qui payent des loyers exorbitants parce que, bah, ils peuvent pas vivre, enfin, ils peuvent pas forcément, ils ont pas les moyens techniques de vivre loin de leur lieu de travail ou en tout cas d'habiter loin de leur lieu de travail. Donc ils habitent près, ils vivent dans Paris, ils travaillent dans Paris. Ils gagnent peut-être 2 000 € par mois, mais il y a 1 200 € de loyer. Donc eux, ils seraient plutôt Ouais, dans une situation très tendue. Et là, tu vois, on peut refaire cette simulation ici. On revient là, on va sur Le Bon Coin, on va demander uniquement au Bon Coin de nous sortir plutôt excuse-moi, de nous sortir plutôt les biens immobiliers qui sont situés en périphérie de Blagnac. On va prendre les biens qui sont à OK. 60. Donc tu vois Blagnac, on reste dans les 100 000 €, 40 mètres carrés, on n'a rien changé, on a que changé la géographie. 66 mètres carrés. Donc là, en fait, attends, c'est ce qu'on va faire. On va prendre je vais revenir ici. On va prendre ce qui est, alors Blagnac pur et dur, il y en a pas. Il y en a pas. Ouais, On va que être sur des biens qui vont être en périphérie de autour, Blagnac. ouais. OK. Hem, donc on continue, hein, grosso modo, c'est les mêmes quartiers. Il y en a quand même beaucoup dans le quartier, donc au code postal 31 300. 31 100, 31 100, 300, 300 c'est un peu plus haut, je crois. 31 300.
Ouais, 31 c'est un peu plus haut, c'est 300. plus proche de Blagnac, ouais. 31 300, ça peut être peut-être intéressant, je sais pas. Toulouse. Donc là, tu vois, on est sur du 63 mètres carrés, 65 000 euros. Appartement T4. Donc ça, tu vois, ce qui est pas mal. T4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un bien immobilier où il y a 3 chambres. Donc 3 chambres, petite copro, puisqu'on est sur on est sur on est au troisième étage sur 4. Bon, après, c'est une copro des années 60, donc ça peut coûter cher quand même en charge, mais faut faire attention. Tu vois, ici, il y a marqué, non, il n'y a pas le détail des charges annuelles. Si, pardon, charges prévisionnelles annuelles, on est sur du 1 507 euros par an. Donc ça, si Ouais, tu veux, là, typiquement, un appartement comme ça, qui est loué en colocation, pas forcément une colocation étudiante, mais une colocation de jeunes actifs, donc de jeunes cadres ingénieurs qui ont fait leurs études à Paris, par exemple, et qui viennent à Toulouse pour leur premier boulot, peuvent très bien vivre pendant 1 an ou 18 mois dans une colocation qui est située à quelques kilomètres en voiture de fonction d'Airbus, par exemple. Tu vois? ouais, ouais, Donc ouais. ça, et tu peux en faire des colocs de ce style-là. Donc ça peut très, très bien fonctionner. Là, on est sur un bien qui a pas l'air, bon, il faut le rafraîchir, mais tu vois, techniquement, il a pas l'air d'être en très mauvais état. Je regarde la fenêtre, dans la fenêtre, on est bien sur du double vitrage puisqu'on est sur du Complastique. Heu, Là, on a quoi? On a bon, on est sur du cuisine, on est sur un mode minimaliste, hein, là. Là, il y a quand même il y a un petit billet de rénovation à faire. Mais tu vois, ce type d'appartement-là, ce que je peux t'affirmer, c'est que 63 mètres carrés. Moi, j'ai une coloc à Toulon qui fait pile cette surface-là avec, 3 colocataires dedans et ça ne désemplit pas. 65 000 €, tu rajoutes 30 000 € de travaux, de rafraîchissement et de mobilier. Tu peux laisser une salle de bain commune pour les 3 et puis tu vas arriver à un bien immobilier qui va tourner aux alentours de 100 000 €. 100 000 € pour savoir combien ça fait en crédit, tu fais 100 000 € ici, ah juste, c'est dommage, il est affiché. 100 000 €, tu fais diviser par, parce qu'en fait, si tu empruntes sur, je vais un peu vite dans ma tête. Si tu empruntes sur 25 ans, ça fait 300 mois. Avec les intérêts, ça revient à diviser par 250. Donc tu fais 100 000 divisé par 250, ça te fait 400 € par mois. Et bah là, typiquement, pour un bien comme ça, si tu empruntes 100 000 € sur 25 ans, ça va donc te coûter 400 € par mois. 400 € par mois pour une colocation que tu pourrais louer, par exemple, soit à 300 € la chambre, donc à 900 € la totalité, soit en faisant un peu plus de haut de gamme, tu peux très bien louer à 400 € la chambre. Donc 400 fois 3, ça te fait 1 200. 1 200 € de loyer perçu pour 400 € de crédit. Bah là, tu commences à sortir beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de rentabilité. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après Après évidemment, c'est bien, après ça n'empêche pas qu'il faut se déplacer, il faut toujours aller voir. ouais, Moi, pour acheter un bien immobilier, j'en visite minimum une quinzaine. Donc si tu veux, mmh, je il faut pas hésiter à, enfin, faut ouais, pas hésiter à dépenser un petit budget, carburant, péage pour faire un petit peu le tour. Et moi, ce que je conseille aux gens vraiment, c'est déjà de se focaliser, tu vois? Sur un seul type de bien en particulier. Il me dit: «Voilà, moi, je commence en immobilier, je veux trouver un T2 dans ce quartier-là». Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vous donne, allez, 3 semaines pour devenir le spécialiste numéro un du T2 dans ce quartier donné. Et en fait, ouais, dès qu'il ouais. y en a un qui sort sur Leboncoin ou sur sologer.com, tu dois être le premier au courant. Tu dois aller voir toutes les agences immobilières qui sont susceptibles de recevoir à la vente le bien qui t'intéresse. Pourquoi? Parce que, ce bien-là va être, enfin, s'il est bien, s'il est au bon prix, il risque de partir d'un seul coup, tu vois? Après, il y a autre chose. Moi, ce que j'adore sur Leboncoin, c'est que tu peux aller ici, donc tu retournes là sur toutes les annonces, tu vas tout en bas et puis tu vas directement à la dernière page. Tu vas ici, bon là, il y a pas beaucoup d'annonces. Parfois, tu peux avoir 200 annonces, mais si tu vas à la dernière page et que tu prends le dernier bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que, tu as un bien immobilier qui a été mis à la vente, bah, ici, tu vois, à cette date-là. Et donc ce bien-là, il commence déjà à être un peu vieux sur le bon coin et donc lui, on arrive sur le vendeur un peu fatigué. Lui, il a vraiment envie de vendre parce que son bien ne se vend pas. Et là, pour le coup, tu peux aller, il en veut 89 000 €, tu mets, 75 000 sur la table et ton truc, il part. Donc du coup, tu augmentes encore ta rentabilité à l'achat. Moi, c'est quelque chose que je fais Ouais. systématiquement et tu peux être sûr et certain que l'agence immobilière, donc Lori Santucci là, quelque part, elle doit en avoir marre d'avoir ce bien-là à la vente et le jour où elle a quelqu'un qui vient et qui propose un prix n'importe lequel, elle va se battre pour le vendre. Ouais, ouais, OK. Tu vois ce Bah, que je veux d'ailleurs dire? là ouais, 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 je vois très bien, parce que le vendeur, il commence à en avoir marre et du coup, tu peux négocier, ouais, et tu peux, bien négocier, quoi, clairement. Exactement, Et exactement. d'ailleurs, justement, sur ce bien-là, le tout dernier, on a l'impression qu'il est au rez-de-chaussée. Ouais, Qu'est-ce que tu il est au penses, toi, du rez-de-chaussée. du rez-de-chaussée? Est-ce que ça, c'est Alors quelque chose d'intéressant ou pas?
Le rez-de-chaussée, c'est quelque chose qui peut être très, très bien. Moi, si tu veux, comme je possède aussi des immeubles, j'ai des appartements en rez-de-chaussée, certains qui étaient des locaux commerciaux et qui ont été transformés en locaux, à usage d'habitation. Et puis, bon, bah, écoute, je sais que ça freine un petit peu les gens parce que, heu, quand tu as une copro, enfin, quand tu as un appartement au rez-de-chaussée, c'est ce qu'il y a de plus simple à cambrioler. Donc, faut pas hésiter à dire aux gens que tu peux très bien sécuriser, les fenêtres, hein. Tu peux avoir des portes vitrées qui sont, aussi solides que des portes blindées. Ici, au niveau des fenêtres, tu peux très bien imaginer des barreaux. Alors c'est pas forcément joli, mais tu peux faire aussi de la une jolie ferronnerie. Je veux dire, c'est pas on n'est pas obligé de faire des barreaux de prison. Et donc si tu veux, le il y a des gens qui aiment bien, les rez-de-chaussée, ce sont les personnes âgées. Surtout dans les copropriétés où, ces personnes-là sont attachées à un quartier. Elles ont plus la force, physique de monter tous les jours, les escaliers. Alors trouver un bien immobilier qui se trouve au rez-de-chaussée, c'est pas mal. Voilà, Ouais, c'est pas d'accord. mal. Après, je te cache pas que par rapport à l'appartement qui va être au premier étage, un bien qui est au rez-de-chaussée, il y a une moins-value au moins de 20. Donc tu vois, ça Ça, ouais. décote quand même beaucoup. Ça décote quand même beaucoup. C'est Ouais pas et à la revente, c'est peut-être un peu moins, liquide, quoi. Tu le c'est revends un un peu moins facilement. effectivement, c'est un peu moins liquide, mais après, tu vas le revendre un peu moins cher, quoi, tout simplement. Mais comme tu l'auras acheté moins cher, si tu veux, Ouais, ça se voilà. Mais si tu ça veux, moi, s'équilibre. c'est certain que, vu que j'ai des immeubles, j'ai pas le choix, j'ai des rez-de-chaussée, mais si tu veux, je n'achèterai jamais un appartement au rez-de-chaussée, s'il est tout seul dans une copropriété. Voilà, Ouais, d'accord, OK voilà, ça c'est et chose. du coup, là, on est allé vite parce qu'on voulait montrer des exemples et cetera. Mais évidemment, l'emplacement, c'est quand même super important. Il faut bien comprendre où on investit et moi, j'entends souvent des gens dire: «Ben, voilà, faut se rendre dans le quartier, faut passer une nuit là-bas, faut voir aussi la nuit comment ça se passe dans ce quartier, Exactement, faut discuter aux gens, faut discuter aux commerçants, faut discuter à droite à gauche. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cet immeuble? Est-ce qu'il y exactement. a Faut des pas histoires dans ce hésiter. quartier?» Ouais, Moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est tu te mets en terrasse de café dans un ça peut être dans un kebab, dans un boui-boui, dans n'importe quoi et tu écoutes les gens parler et souvent ça te donne le pouls du quartier. Moi, j'adore faire ça. ouais, Après, tu peux très bien OK. discuter, avec soit le garçon de café, soit le gars qui est derrière le bar ou quoi et puis tu vas tout savoir et puis tu vas voir si c'est un quartier où il y a une bonne ambiance. Ça peut être intéressant aussi de voir où sont les écoles, voir un petit peu comment se comportent les gens à la sortie de l'école, hein. Ça te donne vraiment toute la panoplie sur le quartier et faut pas hésiter parce que c'est un bien moi, si tu veux, je considère que lorsque j'achète un bien, c'est à vie. Donc bon, même si c'est pas vrai, je sais qu'il y a des biens dont je me séparerai, mais si tu veux, j'imagine toujours que mes enfants ou mes arrière-petits-enfants hériteront, des biens que je suis en train d'acheter. Donc si tu veux, je me dis: «Voilà, comment va devenir ce quartier?» Après, on maîtrise pas tout, tu vois? C'est comme toi, tu peux conseiller un produit boursier, comme on dit toujours, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc si tu veux c'est pareil en immobilier. Tu sais pas si, tu vois, par exemple, à Toulouse, il y avait un quartier qui était sympa et puis le jour où tu as l'usine AZF qui a pété, bon, bah, le quartier, il a pris une sacrée décote dans les 20 années qu'on suivi, Ouais, quoi. clairement. Donc voilà, on Ouais, sait ouais. pas. Tu vois, si ça se trouve, ici, je sais pas, mais ce quartier-là de Toulouse, il est peut-être en bout de piste de l'aéroport de Toulouse, je sais pas et donc du coup, tu as des Mmh. bruits d'avion pas possibles. C'est pour ça, qu'il faut absolument se rendre sur place. Si tu es pas prêt à te déplacer pour faire de l'immobilier, franchement, tu peux oublier tout de suite, quoi et rester Ouais, dans ouais. autre chose. Mais voilà, après, il en faut pour tout le monde, hein. C'est pas un produit qui est pour tout le monde. Tout le monde peut faire de l'immobilier, mais tout le monde n'a pas forcément la volonté de le faire. Clairement, OK. Beh, super intéressant et ouais, peut-être aussi, se rendre à la mairie pour voir un petit peu les projets du quartier, de la ville, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'il y a pas une ligne de métro qui va passer par là? Ou ça, Exactement. c'est Alors ça, des si tu choses veux, qui peuvent arriver. le notaire te le fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu Ouais, signes le bien, tu as un peu tous les projets qui vont toucher ta parcelle cadastrale, au moment où tu vas acheter, même en termes d'inondation, en termes de tout, si tu veux, tu es absolument au courant de tout. Mais tu vois, par exemple, si je devais reprendre l'exemple qu'on avait, juste avant, l'appartement qui était donc je crois donc par là, sur la page numéro 1. Moi, tu vois, admettons attends, je suis un peu, je l'avais pas mis en favori, je crois, je sais plus. C'était celui-là, 4 pièces, ouais, 63 carrés. D'accord? On va regarder un peu les chiffres et moi, ce que je te propose, regarde, je vais faire ce que je fais avec pas mal de monde, c'est faire l'étude en direct. Donc là, on a quoi? On a 150 on a 1 507 € de charges prévisionnelles. Dans les charges prévisionnelles,
il y a les charges de chauffage, d'accord, qui sont déjà inclus là-dedans, parce qu'apparemment on est sur un chauffage central et donc sur ces 1 500 €, tu peux les répartir à 50 sans aucun problème. Ça veut dire qu'il y aura 750 € pour le locataire et 750 € pour le propriétaire. Du coup, nous, dans notre calcul, on va uniquement intégrer ce qu'on va payer nous. Donc on va considérer 750 ici. La taxe foncière, elle était écrite. Il y avait un montant. J'avais vu un montant de taxe foncière, pour des Heu, non, écoute, c'est pas écrit. Peut-être pas sur celui-là, ouais. C'est pas écrit. Écoute, on va prendre ce qui était écrit pour l'autre. Il y avait marqué 1 000 €, ce qui est un peu le montant standard. Là, tu me dis bien si ça apparaît, sur ton écran parce que moi je vois que Ouais, mon c'est bon. tableau. Ouais, c'est Voilà, bon. donc là, si tu veux, c'est un tableau de calcul que, bah, si vous intéresse, d'ailleurs, je vous le mets en lien, enfin, je te donnerai le lien, Mathieu, pour le mettre en description sous la vidéo parce qu'il peut vraiment, intéresser plein de gens. C'est qu'en Ouais, fait, regarde, carrément. OK. admettons que tu habites à Toulouse, donc tu vas gérer toi-même ton appartement au début. Moi, je conseille jamais de faire gérer ses premiers biens. On se met à sous-traiter la gestion de ses biens lorsqu'on en a 3, 4, 5, plus, mais quand on en a un ou 2, c'est assez simple à gérer, donc on peut le faire soi-même sans problème. Est-ce que tu Donc, peux juste un tout petit peu zoomer? ouais. Pour ceux qui n'aura peut-être sur téléphone ou, ouais, Donc là, c'est un nickel. cadre, en fait, c'est un tableau qui est très simple, il faut uniquement remplir les cases jaunes. Donc OK. frais d'agence pour la transaction, c'est normé, c'est 5. Frais d'agence pour la gestion, on reste à 0 parce que c'est vous qui allez le gérer. Ici, on est à proximité de Blagnac, donc je suis quasiment sûr et certain qu'il y a une énorme tension locative pour des colocations, pour des sous-traitants, pour Airbus, pour absolument tout. Donc ici, on peut sans aucun problème qu'il y aura 12 mois d'occupation sur 12. Ensuite, la durée d'emprunt, on va emprunter sur 25 ans avec un taux d'emprunt. Donc là, il y a un lien qui emmène directement sur Meilleur meilleurtaux.com. taux. OK. Mais les taux sur 25 ans, aujourd'hui, ils sont de 1,8. Ensuite, on va mettre la tranche marginale d'imposition. Donc là, c'est important de la savoir. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller sur, impôts.gouv.fr, hein, un site qu'on adore tous, pour pour justement déterminer votre tranche marginale d'imposition. Parce qu'en fait, vos revenus locatifs vont venir s'ajouter à vos autres revenus. Donc si vous êtes fiscalisé à 30, donc ça veut dire que déjà vous êtes dans une belle tranche de revenus, vous avez de beaux revenus, et ben ce sont vos revenus locatifs vont être fiscalisés à 30. Donc ici, il y a la moitié du contribuable français qui est à 0, 40 à 11 et les 10 restants qui sont entre 30 et 45. On va dire du coup, on va pas mettre 0, on va dire que, allez, on est à 11. OK. Ensuite, provision pour travaux et frais. Donc là, ici, j'ai une petite indication dans la bulle qui est ici. Si vous êtes en colocation, mettez 1 à 1,5 pour, justement considérer, en fait, l'usure du bien. Il va y avoir des canapes à remplacer, il va y avoir des draps à changer de temps en temps. Donc c'est la quantité de mois, de loyer que vous allez réinjecter annuellement dans le bien pour justement, et bien, provisionner les frais divers, les charges qui incombent au propriétaire. Donc là, on va dire que chaque mois, on va reverser un mois de loyer et apport, on ne met pas d'apport. Le montant d'acquisition, on était à On met combien? pas 1,5 du coup? On veut pas faire une coloc ici? Alors si, en fait, 1,5, c'est quand tu fais de la coloc haut de gamme, OK, d'accord. mais tu peux mettre 1. Tu peux mettre un 5 aussi, hein, mais OK. tu veux mettre un 5? Allez, on met un 5, si tu veux. 1,5 mois de loyer. Montant de l'apport, on n'en met pas. Prix de vente, il est à 65 000 €. Ici, ça va calculer automatiquement le montant des frais notaires qui s'ajoutent. Ici, travaux, on a vu qu'il fallait quand même rajouter, un billet d'au moins 25 000 à 30 000 €. Donc on va dire, allez, 30 000 €, OK. Donc ça comprend aménagement et tout. Donc on va dire qu'il y a, heu, pardon, 22 000 € de travaux et puis il y aura 8 8 000 000 € € d'aménagement. d'aménagement, de mobilier, de draps, de ceci, cela. Frais d'agence immobilière et après voilà, est-ce qu'on négocie un petit peu ici? Est-ce qu'on va finir à 65 000 en général? Voilà, ce qu'on peut acheter à 65 000, on peut peut-être l'acheter à 62. Donc là, bon, on va rester à 65, mais si tu veux faire baisser le prix, tu peux agir ici. Est-ce que est-ce Ensuite, que, heu, est-ce que toi, tous tes biens, tu as réussi à les négocier? alors tous, oui, sauf ma résidence principale, où là, du coup, c'était pas du tout, bien ce que j'ai fait. Mais là, du Ouais, coup, tu t'es fait plaisir. j'étais avec, mon épouse et c'est elle qui décide. Donc si tu veux, c'est voilà, elle m'a pas OK. laissé faire malheureusement. Et en Mais, général, tu négocies, 10, tu négocies ah, combien, tu penses? tu peux négocier beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup, Ah ouais? OK. avec plein de techniques. Mais clairement, si tu as des biens immobiliers qui sont là, qui sont à vendre depuis un moment, que tu as une indivision, ça veut dire que c'est vendu dans le cadre d'une succession,
que tu as 8 ou 10 héritiers sur le coup, par exemple, là, tu peux négocier, tu peux faire 30-40% sans aucun problème, ça existe, hein. Moi, ça m'est arrivé. Ma plus grosse négociation, elle a été faite sur un immeuble qui a été préempté par la mairie de Toulon, justement, où j'avais acheté. Il était à 120 000 et je l'avais négocié à non, pardon, il était à 220 000 et je l'avais eu à 120 000. Tu vois, j'avais fait une Ouais, ouais. négo, qui était énorme et comme il était situé tout près de la base navale de Toulon, il a été préempté par la mairie pour créer des nouveaux logements à destination des justement des militaires. OK. Donc, grosse déception, on m'a préempté 2 immeubles dans ma vie, c'était celui-là et un autre à Marseille. OK. Charge annuelle, donc c'est là où en fait on a divisé en 2, donc ce sera 750 € et on Ouais. prend la taxe foncière, on a dit qu'on prendrait 1000, OK. Assurance P&O, frais bancaires, allez, on va dire qu'il y a 100 € de frais bancaires. C'est les frais courants, d'accord? C'est les frais de tenue de compte et cetera. Tous les frais qui vont être liés au crédit vont être instruits dans le montant, ils sont déjà pris en compte dans le taux du crédit. Expert comptable, c'est pas la peine d'en mettre. Ici, on On va met dire pas d'assurance, P&O? ça va se mettre tout seul, en fait. Ça va se OK. mettre tout seul parce que si tu veux louer ton appartement, avec, 4 chambres, par exemple, donc 4 chambres à 400 €, tu fais 400 ici et là tu descends. Hop, 400 €, ça te fait donc 1 200 €. Les 3 charges chambres, ouais. ici, c'est pas la peine de les mettre parce que c'est le locataire qui va les payer directement. Tu vas les réceptionner et avec ça, tu vas payer des charges. Donc si tu veux, ça va changer d'une poche, pour aller dans une autre, mais ça reste, le même, enfin, c'est 2 poches d'un même pantalon, si tu veux. Donc, Mmh, OK. c'est pas la peine de les mettre là. 400 €. Je les mets ici Co uniquement pour les personnes qui font de la location courte durée parce que du coup, ta fiscalité se calcule, charges comprises. Donc 400 € fois 1 200. comment tu fais tes prix, comment tu fixes tes prix? Comment tu fixes tes loyers? Et ben, Tu en fait, ce regardes que un je fais, petit c'est peu que ce que je fais une étude sur ouais, Le Bon Coin. Je regarde tu fais une combien se étude, ouais. loue un appartement en colocation et tout à l'heure, tu as vu, on était ici sur le site de, seloger.com. Lui aussi, il te dit, voilà, un T2 à Blagnac, de 43 m² se loue 619 € par mois. Voilà. D'accord. Ça, c'est des données qui sont filtrées, qui sont vraiment travaillées sur une grosse base de données. Puis après, tu peux faire ton étude de marché en allant voir colocation à louer dans un quartier et tu vas regarder un petit peu les photos, comparer les qualités de logement et voir le prix que tu vas pratiquer. OK. Tu as Parce ouvert que WhatsApp. parce que mince, je suis désolé. Parce que je dis 400, mais autant tu peux, autant ça peut se louer 500 ou 600. Tu vois, une chambre en colocation à Paris, ça peut être 800 ou 1 000 €. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit aussi. Mais 400 €, c'est rare de trouver des chambres en colocation à moins de 400 € ou alors on est vraiment, dans le fin fond de la campagne, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, du coup, ça a calculé assurance P&O, donc c'est l'assurance propriétaire non occupant. C'est une assurance que le propriétaire est obligé de prendre pour couvrir les défauts d'assurance de son locataire. Ensuite, gestion locative, il y en a pas parce qu'on a mis 0 dans la colonne, dans la case juste ici. Donc ça, c'est normal. Frais annexes, ça, c'est uniquement si on est en LCD. Provision pour travaux, donc il y a 1 800 € par an qu'on va remettre pour faire un coup de peinture, pour changer un canapé, pour faire ceci, cela. On n'est pas C'est une enveloppe qui est provisionnée, qu'on n'est pas obligé du tout de dépenser. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte 104 000 € en tout. Le prêt va coûter 25 000 €. Donc, au final, à la banque, on va lui rembourser 129 000 €. D'accord? Donc, par an, on va rembourser en moyenne 4 100 € de capital et 1 000 € de crédit, enfin, d'intérêt. OK? Du OK. coup, ça nous fait ici le récap, des recettes. OK? Donc, on va recevoir 14 400 € de loyer à l'année. Donc, ici, c'est un récapitulatif pour comprendre comment fonctionnent toutes les différentes fiscalités. C'est un bien que l'on va louer en meublé, puisque ça va être une colocation meublée. On ne fait pas de colocation nue, bien que ce soit possible, c'est pas pratique. Je veux dire, tu si tous les colocataires se trimbalaient avec leurs meubles et tout, ce serait Ouais, pas, ouais. pas pratique. Donc si on était en LMNP réel, et ben, on serait sur un bien immobilier qui, une fois que tu as payé la fiscalité, que tu as payé ton impôt sur le revenu, que tu as amorti ton bien et que tu as, payé bien sûr le crédit bancaire, eh bien à la fin de l'année, dans ta poche, il te reste 4 072 €. Voilà. OK. Donc on est sur une rentabilité, tu vois, de 13,8% ici. Donc Ouais. ce qui est très bien, en fait, ce qui est très bien. Alors après, bien sûr, il faut affiner. Est-ce que j'ai pris le bon prix? Est-ce que là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu vite? Parce que j'explique la mécanique de l'investissement. Mais clairement, enfin moi, honnêtement, 13,8% pour une coloc, c'est bien. On peut aller chercher bien plus, hein, tu vois? Tu peux trouver un appartement qui est un petit peu plus grand, dans lequel il y a 4 chambres et là, tu fais une colocation à 4 chambres. L'inconvénient de 4 chambres, c'est qu'à partir de 4 chambres, moi, je préconise vraiment qu'il y ait au moins
2 salles de bain. Tu vois? Si tu fais 2 chambres pour des Ouais, filles et 2 chambres pour des garçons, qui est, que les filles aient leur salle de bain et les garçons aient la leur, tu vois? Mais si on vit à 4 avec une seule salle de bain, on peut le faire en famille quand on est 2 parents avec 2 enfants, mais quand on est 4 adultes, on aspire à un peu plus de confort quand même. Donc heu, OK. donc voilà pour ça et puis D'ailleurs, pour le ouais. rendement brut justement, à partir de combien tu n'investis plus? Est-ce que, en dessous de 10 de rendement brut, tu te dis: «C'est non», ou «J'ai pas assez négocié»? Alors, c'est très, très pertinente cette question. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si le bien que j'achète est un bien à tendance rentable ou plutôt à tendance, patrimoniale. Un bien patrimonial est un bien qui va uniquement s'équilibrer. C'est-à-dire que lorsque je fais le total de tout ce qui m'a rapporté par rapport à ce qui m'a coûté, on est vraiment à l'équilibre, on est à zéro. D'accord? Tandis que, un bien rentable, je vais attendre de lui qu'il génère du cash. Sauf que le point co enfin le la différence des 2, c'est que le bien patrimonial ne rapporte rien, mais rapporte beaucoup d'argent à la revente parce qu'il va vraiment s'inscrire dans les courbes des biens immobiliers qui prennent de la valeur dans le temps. Tandis que les biens immobiliers qui vont être rentables, sont des biens, d'une qualité souvent différente. Ils vont prendre de la valeur, mais à une vitesse moins rapide que les biens qui sont typiquement patrimoniaux. Donc en fait, je fais un peu de tout. Je fais, de la location plutôt classique dans les biens plutôt patrimoniaux. Les biens patrimoniaux, je vais les acheter en propre. Comme ça, je vais subir la fiscalité des particuliers qui est beaucoup plus douce, en cas de revente, hein, la fiscalité sur la plus-value. Alors que la fiscalité sur, la revente pour les biens rentables, elle, va être beaucoup plus dure, notamment si tu achètes au travers de SCI à l'IS, et cetera, et cetera. OK. Voilà un petit peu voilà un petit peu le principe de la chose. Mais là, clairement, c'est un bien comme ça, je pourrais y aller. Franchement, je pourrais y aller parce que non seulement tu te désendettes, mais le jour où ce bien immobilier, eh bien, tu n'as plus de crédit en face, donc admettons, tu as plus de crédit, c'est-à-dire que là, tu, tu mets, admettons, on va dire que tu as mis, que tu achètes zéro. Ah non, si tu achètes 0, ça marche Tu pas. tu tu mets de Ça va faire l'apport? ça va faire bugger le logiciel. On est sur une somme totale empruntée donc là, il faut pour avoir ça, il faut leurrer le logiciel. Tu es sur une somme totale empruntée de 104 387. C'est comme si ici, tu écrivais que tu mettais, hem, pardon, c'est où? Que tu mettais ici en apport 104 387. Tu fais ça et là, du coup, tu n'as donc tu as aucun frais bancaire, tu es à 0, tu as l'équilibre parfait et donc ton bien immobilier te génère 9 700 €, non pardon, ici 8 968 €, de cash par an. Donc tu vois, tu peux faire, 4 opérations comme ça. Tu peux tranquillement faire un appartement par an pendant 4 ou 5 ans et au bout de 5 ans, tu as un système qui, lorsque tout sera payé, bah, va te générer, avec les loyers qui auront augmenté, qui va te générer 50 000 € par an, toutes taxes comprises, tout impôt, déjà prélevé et donc, bah, tu peux quand même aborder ta retraite, dire que moi, ma grand-mère, elle aimerait bien avoir 4 ou 5 000 € par mois. Donc, et c'est quelque chose qui peut se mettre en place tout doucement au fil de l'eau. Alors tu peux aller beaucoup plus vite, hein. Si tu gagnes très, très bien ta vie et que tu peux acheter, 5 appartements la première année et le gérer, bah, il y a pas de souci. C'est quelque chose qui est complètement faisable, il y a aucun problème. Donc si tu veux, OK, ouais. ça reste simple. Tu achètes des biens qui en plus ne font que prendre de la valeur et qui, bah et dont en plus le montant des loyers va augmenter. Et là après tu as un petit graphe au niveau des différents types de fiscalité pour les comparer. Donc, là où tu as le plus de cash à la fin du mois, c'est lorsque tu es en SAS à l'IS, mais attention, c'est l'argent qui est sur le compte de l'entreprise, hein, qui est pas encore sur ton compte à toi. Et là, c'est les différents impôts que tu payes. Donc le pire, ce serait de louer en foncier réel. Foncier réel, si jamais tu croises des gens, Mathieu, qui ont des appartements et qui les louent en foncier réel, ce sont des gens qui, techniquement, n'ont rien compris à l'immobilier et ils payent 4 000 € d'impôts par an. Tu vois, je vais zoomer ici. Ils payent 4 000 € d'impôts par an, alors que s'ils le louaient en LMNP réel, ils n'en paieraient que 2 550. Tu vois? Donc, tu vois, c'est comme pour la bourse, hein, l'ignorance coûte très, très cher. Ouais, clairement, clairement, clairement. Surtout que voilà, des fois, enfin, j'ai l'impression qu'en immobilier, des fois, tu peux avoir, des stratégies qui peuvent vraiment te changer ta rentabilité. Rien qu'apprendre, comment négocier son bien, par exemple, c'est quelque Ouais, chose de super important. tout à fait, tout à fait. Quand tu négocies ton bien, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de techniques. C'est-à-dire quand tu visites un appartement et que tu vois que c'est des vieux lustres, que tu as des canapés, tu sais, un peu vieux avec des petits napperons dessus
Bon, bah, ça se voit que l'habitant de ce logement est décédé, c'est les héritiers qui vendent et les héritiers, ils ont hérité de ce bien-là, mais ils n'ont jamais eu à transpirer pour l'avoir, ils ont jamais eu, enfin, ils ont pas fait d'efforts. Donc si tu veux, même s'il vaut que 150 000, ils sont capables de le laisser à beaucoup moins cher parce qu'ils ont jamais eu à transpirer pour payer ce bien-là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, Et en clairement. plus, c'est des mecs, ils ont pas payé, donc quelque part pour eux, c'est entre guillemets «de l'argent facile». Après, il peut y avoir un côté Ouais. affectif, voilà, il y a ça aussi qui peut se mêler. Après, aussi une bonne façon de négocier, c'est dès que toutes les configurations où le vendeur est pressé, c'est des bonnes configurations. Souvent, 50 des divorces se passent très, très mal. Les gens, veulent se séparer très, très vite du bien immobilier qu'ils ont acquis en commun. Ils sont prêts à le laisser filer au premier acquéreur possible et puis, avec perte et fracas, quoi. Le but du jeu, c'est que les 2 époux, enfin les 2 ex-époux, signent, c'est la dernière fois qu'ils vont signer un truc en commun et puis c'est terminé, ils séparent la maison. Tu ça, tu as Ouais. les biens immobiliers qui sont en très, très mauvais état. Eux, ils vont attirer uniquement les professionnels du bâtiment parce que du enfin voilà, donc tu as aussi pas mal de choses à négocier de ce côté-là. Heu, voilà. Après, il y a aussi Ouais, tout ce co qui est vente en aux enchères immobilières, vente par licitation. Ça aussi, c'est intéressant lorsque tu as des chefs d'entreprise qui s'étaient portés caution pour leur entreprise et que leur entreprise fait faillite, bon, bah, la maison, elle est saisie et vraiment, moi, je vous encourage d'aller voir sur le site, licitor.fr pour aller voir les biens immobiliers qui sont vendus dans votre région aux enchères. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment très, très intéressant. OK, ouais. En général, pour négocier un bien, tu fais quoi toi? Surtout tu demandes déjà la raison de la vente, j'ai l'impression pour, voilà, si tu sens que la personne elle est pressée en face, tu dis que là, il y a une marge de manœuvre. En C'est fait, ce c'est que je fais, c'est que je travaille un petit peu en amont. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'annonce, même déjà depuis le Bon Coin, avec l'annonce, tu sais si le bien va être négociable ou pas. Et en fait, c'est pas trop le bien qui est négociable, c'est plutôt savoir dans quel état d'esprit est le vendeur. Si c'est une succession, c'est négociable. Si c'est une indivision, c'est négociable. Si c'est un divorce, c'est négociable. Si c'est, un bien immobilier qui est vendu parce que il y a un ravalement de façade qui est fait, il y a des très, très gros travaux de copropriété, il y a des propriétaires qui n'ont pas les moyens de les payer, donc du coup, ils sont obligés de vendre leurs biens pour payer ces travaux. Ça, ce sont des biens qui sont négociables. Donc il y a plein de choses. Les biens qui sont mis à la vente depuis très longtemps, ce sont des biens négociables. Donc en fait, il y en a beaucoup, 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 ouais, ouais, clairement, OK. tu vois? OK, ouais, Il y a, ça c'est moi, parce que tu je pars du principe que tout est négociable et puis si tu veux, il faut essayer. Au moins déjà la première question, c'est de dire demander au vendeur ou à l'agent immobilier quel est le prix minimum, minimum, minimum que vous êtes capable d'accepter pour vendre ce bien. Et donc du coup, ouais, il va ouais. dire: «Bah écoutez, au début tu étais à 450, bah écoutez avec ma femme on a pensé qu'à 420, à 420 on le laisse partir». Et donc tu dis: «Bah ça valait le coup de poser la question parce que j'étais prêt à l'acheter à 450». Donc Ouais, ouais. Ça, c'est ouais, la c'est non mais négociation, vraiment, c'est aussi simple que ouais. ça. Et moi, Mmh. un truc que j'adore faire et là où je suis très content, c'est que tu vois, j'ai ma petite fille, qui a 7 ans et lorsqu'on s'amuse, quand on se balade le samedi, qu'on fait des vignes-grugnes ou quoi, parce que j'ai toujours aimé ça, tu lui donnes un billet de 10 € à la main et puis tu dis: «Tu vois l'objet là-bas, il y a une étiquette avec marqué 20 €». Tu dis: «Vas-y, tu vas l'acheter». Tu montres au gars que tu as 10 € dans la main et tu peux être sûr qu'il va l'avoir et effectivement, tu Ouais. l'obtiens parce que c'est des biens que tu as pas payés. Enfin si, tu les as payés, mais ça fait longtemps souvent. Enfin, tu vois, c'est des petites techniques, alors tu peux peut-être pas les appliquer dans les mêmes proportions à l'immobilier, mais en tout cas, tu peux t'amuser à négocier un petit peu partout, tout en restant très poli, très aimable. Moi, il y a des gens qui arrivent jamais à comprendre comment je fais pour me faire offrir systématiquement le café au restaurant. Pourtant, je me suis jamais fait jeter dehors, ça se passe toujours très, très bien. Tu vois le truc très, très simple, hein, au moment où on te débarrasse ton dessert, le serveur te demande: «Est-ce que vous voulez un café?» Là, tu dis simplement: «Bah, écoutez, si c'est offert, pourquoi pas, il y a pas de problème» et tu le dis en souriant, tu vois? Ouais, Et ouais. puis, et du coup, ils t'amènent l'addition et puis ils disent: «Bon écoutez, je vous ai fait un petit café». Ça leur coûte rien, mais ils sont contents, tu vois? Donc, voilà, Yes. c'est juste des petits trucs comme ça qui marchent, allez, dans 90 des cas, quoi. Et l'immobilier aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'entraînement. C'est-à-dire dans la négociation, mais aussi enfin dans la négociation, faut pas hésiter à négocier au début. Limite, même si, le bien il t'intéresse pas tellement, juste pour t'entraîner Ouais, et aussi dans exactement, les visites. Dans les visites, il faut faire des visites, il faut y aller. Même si le bien il vous intéresse pas forcément, il faut y aller exactement. pour avoir l'œil, Oui, pour aiguiser son œil, pour être finalement comme toi un peu et tu regardes simplement une annonce immobilière et tu te dis:
OK, Ouais. là, c'est un immeuble de Ouais. 1980, ça c'est, le Moi, je lino, il est comme conseille ça. je conseille vraiment de faire ce qu'on appelle du tourisme immobilier, hein. Tu fais des visites, Ouais, donc faut quand même que le bien que tu visites présente des critères qui feraient que tu pourrais l'acheter, tu vois? Faut pas, ouais. ça sert à rien d'aller visiter des immenses appartements si toi tu veux un T2. Mais, mais, heu, mais voilà, un bien que tu pourrais potentiellement acheter et aussi, et aussi pas hésiter à poser beaucoup, 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 vraiment beaucoup de questions. Après, je te cache pas que ça demande aussi parfois un petit peu de culot parce que tu dois demander, hein, il y a 3 questions à poser au vendeur. C'est, la première, c'est: «Quand avez-vous acheté ce bien?» Quand avez-vous acheté ce bien? Si la personne te dit: «Bah, écoutez, on a acheté cette maison il y a 20 ans», bon, bah, s'il l'a acheté il y a 20 ans, tu sais qu'il y a plus de crédit dessus. Ou alors s'il y a un crédit, il avait fait un crédit sur 25 ans, il y a encore 5 ans à payer. Depuis, l'immobilier a doublé, donc en fait, il doit plus rien. Donc c'est négociable. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si tu l'achètes à quelqu'un qui l'a acheté il y a 3 ans. Tu vois, il y a 3 ans, il a encore le crédit, il est encore là de crédit, il peut pas accepter un prêt en dessous parce qu'il doit rembourser la banque. Donc, première question, quand avez-vous acheté ce bien? Deuxième question importante aussi, pourquoi, voulez-vous vous séparer de ce bien? Ça aussi, c'est une question importante. Ouais. Donc c'est là où tu vas savoir si c'est une succession, un divorce. On en a besoin pour payer les droits de succession de mes parents qui sont décédés. Ah, ça, c'est une bonne info parce qu'ils ont 6 Mmh. mois pour payer. L'État fait pas crédit. Donc s'ils dépassent les 6 mois, l'État va saisir un bien dans l'héritage. Donc ils ont intérêt à Ouais, le vendre vite. Et si toi, tu es là, tu proposes un prix 20 en dessous, bon, bah, après tout, ils l'ont pas payé ce bien, donc ils peuvent accepter. Tu vois? ouais. Donc, il y a ça, il y a, 3 questions. Donc, quand avez-vous Quand acheté? Pourquoi, voulez-vous vendre ce bien? Et ensuite, c'est, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, quel est votre futur projet? Quel est votre futur projet? Ça te donne l'indication surtout pour les gens qui vendent un bien qui est déjà loué. Tu peux dire: «Mais pourquoi est-ce qu'ils vendent un bien qui est déjà loué?» C'est un bien qui semble leur rapporter et souvent ces gens-là, ils vont dire qu'ils sont dégoûtés de la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'ils louent en bail meublé. Quand tu loues en bail meublé, si tu es à 30, bah, tu vas payer 30 d'impôts sur ce que tu gagnes, plus, 17,2 de prélèvements sociaux, de CSG-CRDS. Donc en gros, tu vas donner à l'État 47,2 du loyer que tu perçois et après, bah, il te reste pas assez d'argent pour payer le crédit, pour payer les charges et tout. Donc du coup, en tu bail perds. nu, tu voulais dire, non? En bail nu? Ouais, bail nu ou bail foncier, c'est pareil. Ah oui, je crois que tu as dit bail meublé, ouais. Du Ah coup, non, pardon, non, non, c'est alors pas bail justement pour meublé, le passer justement. en meublé, ouais. Ouais, OK, quand ouais. tu es en meublé, justement, tu peux amortir le bien et là, du coup, Ouais. cet amortissement qui est donc une charge non décaissée, une charge fictive, fait que tu ne payes pas d'impôts et donc ce que tu gagnes, c'est vraiment dans ta poche, quoi. C'est vraiment le vrai Ouais. avantage du meublé. C'est du coup, toi, tu conseilles vraiment de commencer par du meublé pour cet avantage, c'est-à-dire que, Ah beh, ouais, déjà à chaque fois que, tu vas, tout à fait. Ouais. ouais, enfin déjà tu vas Chaque fois que tu pouvoir vas percevoir un mois de loyer, ça va être, une fois enfin, tu vas prendre ton mois de loyer, tu vas retirer le crédit que tu dois payer et le reste, c'est dans ta poche. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est importante. Tu peux le faire 3, 4, 5 opérations, mais après tu vas arriver au niveau des plafonds et là, tu vas devoir changer de stratégie et plutôt passer sur un modèle de société. Donc garder tes premiers appartements tels quels en meublé, mais les prochains, il faudra plutôt, penser à une structure de SCI pour justement atteindre, d'autres paliers. ouais, OK. Parce que Voilà. justement en meublé, du coup, on peut, amortir le bien. Donc, tu achètes un bien 100 000 €, tu vas l'amortir, sur 25 ans, imaginons, et ça, tu viens le déduire de tes Exactement. revenus, de tes loyers. Exactement. Tu vas Donc amortir l'amortissement, enfin, pour bien que les gens comprennent ce que c'est que l'amortissement, c'est ouais, que si tu prends un bien 300 qui enfin un bien, qui vaut 300 000 € à l'achat, si tu l'amortis sur 30 ans, ce qui est la durée courante en immobilier, eh bien tu vas retirer, 1/30 de la valeur du bien chaque année. Donc sur 300 000 €, ça fait 10 000 € par an, sur 30 ans. Donc en fait, tu auras 10 000 € de loyer perçu, il y aura 10 000 € d'amortissement, donc au niveau de fiscalité, il y a un résultat de 0. Mais tu as pourtant perçu 10 000 € de loyer auquel tu vas ajouter, eh bien, peut-être, 3 ou 4 000 € de crédit. Donc la différence, tu auras 10 000 moins 3 000 € de crédit, tu auras 7 000 € d'excédent pour toi. ouais, c'est là, une des puissances du meublé, et en plus Exactement, tu vas aussi, déduire tes charges, le mobilier exactement, que tu as acheté, tu vas déduire tout ça et les intérêts du crédit, et au exactement. final, tu peux vraiment pendant, enfin, en général, ce qu'on dit, c'est 5 6 ans où tu as vraiment zéro fiscalité, Ouais, et après dans 5 6 ans, peut-être penser à le revendre si tu commences à payer trop d'impôts, tout à fait. et enchaîner comme ça, voilà, tous les 5 ans, par exemple, tu achètes un petit bien meublé et tu Ouais, as jamais de fiscalité, et tu as un rendement qui est, qui s'approche, enfin,
Tu as un rendement élevé, exactement. il y a un rendement Mais net après du coup tous qui est élevé puisque tu as pas d'impact à la cité, les quoi. 5 ans, moi je propose qu'en fait, pour être bien optimisé d'un point de vue, fiscal et financier, il faut être toujours, toujours au maximum de ce qu'on peut emprunter. Parce que du coup, Ouais, si vous je sais pas, quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, il est toujours endetté, qu'il a toujours au moins 1 000 € de crédit à payer, sachant que, 1 000 € de crédit pour ton investissement, c'est l'investissement qui rapporte. Donc si ça rapporte plus que ce que ça te coûte, tu vas pouvoir agrandir ta capacité d'emprunt. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui te diront qu'avec les nouvelles lois du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière, on peut plus calculer l'endettement en différentiel, mais qu'en classique. Je peux le démentir formellement ici. Il y a, enfin, les banques ont le droit de déroger à ces règles-là dans 20 des cas. Reste à vous de trouver la bonne technique, le bon dossier qui va pousser votre banquier à vous mettre dans le 20 des autorisations qui fait que vous pouvez, vous surendetter parce que c'est même pas du surendettement puisque c'est une dette qui va justement générer un revenu. Donc si tu veux, c'est pas comme si tu t'endettais pour acheter un lave-linge ou une voiture. Là, pour le coup, je dirais, c'est de la perte sèche parce que tu achètes quelque chose qui rapporte rien, mais qui en plus perd de la valeur. L'immobilier, c'est ouais, tout ouais, l'inverse. clairement. Ça rapporte et ça prend de la valeur. Yes. OK. Ben, génial. J'avais une question aussi, c'était par rapport à si tu avais 3 conseils vraiment, fondamentaux à donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui pour, voilà, qui débute dans l'immobilier. Qu'est-ce Yes. que tu lui dirais? Alors écoute, c'est très curieux ce que tu me poses comme question parce qu'en fait, hier, hier après-midi, il y a une personne que j'ai croisée dans la rue qui m'a reconnu depuis YouTube et Ah ouais, du coup, j'ai dit: «Bah, écoute, c'est quoi? Viens, on va boire un café, on va se poser, on va discuter». Et du coup, j'en suis venu à cette conclusion, c'est que pour moi, il faut respecter impérativement, donc c'est les 3 piliers. Déjà, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est le respect de la règle des 70. Ça veut dire qu'en gros, si vous percevez 1 000 € de loyer, vous ne devez pas avoir plus de 70 de cette somme à rembourser à la banque. Donc 1 000 € de loyer, ça fait 700 €. Vous ne devez pas faire des investissements qui vont vous coûter plus de 700 € de crédit mensuel. Ça, c'est l'autofinancement. Ensuite, il y a la tension locative. Vous devez impérativement vérifier que votre tension locative est bonne. Donc, vous allez soit sur letensiomètrelocatif.com, le site que je vous ai partagé tout à l'heure, ouais, ou alors, enfin, et après, vous doublez, vous sécurisez ça, c'est que vous mettez, par exemple, une fausse annonce sur Le Bon Coin et vous dites, voilà, colocation Blagnac, dans un T4, 70 mètres carrés, entièrement refait, prix, je sais pas, mettez 450 € et voyez si on vous appelle. Moi, si j'ai au moins cinq clics sur le numéro de téléphone, sur l'annonce, j'estime qu'il y a un besoin qui est assez grand, c'est bon, j'y vais. Voilà. 5 Il y a clics des gens qui en peuvent 1 vraiment semaine? faire 5 clics en une semaine. Ouais, c'est largement En 1 suffisant semaine? parce que tu as 1 mois en gros pour remplir ta colocation. Si tu as 5 clics par semaine, ça t'en fait 20 en gros sur le mois. Toi, tu as juste besoin d'avoir 3 ou 4 personnes. Tu pas besoin de loger la terre entière parce que tu pourras pas. Mais, je dis ça parce que c'est important. Il y a plein de gens qui veulent avoir la tension locative, comme à Paris où à Paris, bah, oui effectivement à Paris tu mets un studio, à la location, tu vas avoir 200 appels dans l'heure, enfin voilà. Mais attention, il y a que à Paris qu'il y a cette tension locative. Donc c'est pas non, c'est pas faut pas faire ça. Faut, dites-vous bien qu'avec 5 clics, 5 personnes vraiment curieuses de vous contacter, pour votre bien, bah, c'est comment dire? C'est du locataire qualifié qui va justement, potentiellement se transformer en locataire définitif. Et pour ceux à qui ça gêne de mettre une fausse annonce, vous pouvez très bien dire: «Écoutez, voilà, l'appartement que je propose n'est pas tout à fait prêt. Je prends votre numéro de téléphone et je vous rappellerai lorsque ce sera prêt». Et là, lorsque vous aurez votre appartement qui sera fini meublé, bah, vous rappellerez ces gens-là pour être correct avec eux, parce qu'eux, ils sont en recherche active alors que vous, vous n'êtes Ouais, ouais, comment dire? Qu'en étude quelque part. qu'en Donc ça, études, c'est le OK. 2e conseil et le 3e conseil, c'est vraiment la qualité du bien. En gros, c'est très simple à savoir, c'est que si vous pouvez vivre dans ce bien-là pendant 6 mois, 1 an, c'est qu'en termes de qualité, vous êtes dans vos valeurs, vous êtes en adéquation avec votre bien immobilier et donc ça, c'est vraiment très, très important. Si vous pouvez louer cet enfant, si vous pouvez, loger votre enfant dans ce bien-là ou loger vos parents ou votre meilleur ami sans que ça vous fasse la moindre honte ou quoi, c'est OK, ça veut dire que vous possédez un patrimoine, bon, pour lequel enfin, que vous êtes fiers d'avoir, quoi. Donc c'est très bien. Ouais, c'est C'est très ça. bien. OK, Donc donc c'est autofinancement, l'emplacement, ouais, tension locative et heu et heu et comment dire? et Et la qualité de qualité. bien. C'est sûr que, tu vois, moi, j'ai vu des appartements à Marseille, par exemple,
l'intérieur entièrement refait, la belle cuisine, Schmitt, les spots encastrés, le tout, que du haut de gamme partout, mais tu étais en plein dans, dans une cité où, limite tu avais des descentes de police tous les jours et tout, et quand tu sortais, tu avais des cages d'escalier qui étaient toutes taguées, enfin ça faisait vraiment pas envie. Tu te dis: «Ouais, l'appartement tel quel je pourrais y vivre, mais l'environnement fait que je ne pourrais pas». Donc la réponse Ouais, c'est finale, ça. c'est non. Même si l'appartement est nickel, jamais j'irai dire à ma maman d'aller habiter là pendant quelque temps, tu vois? C'est pas c'est pas possible, c'est pas possible. Yes. OK, OK. OK, donc ouais, trois piliers, ouais, OK. Super. Exactement. C'est cool. Autre question aussi, est-ce que toi aujourd'hui tu as commencé à déléguer ta gestion locative ou est-ce que tu t'occupes de tout? Ouais, alors justement, aujourd'hui, je gère absolument plus rien. J'ai tout Ouais, géré jusqu'à 2-3 acquisitions, mais après, au-delà, c'est devenu un peu chronophage, et donc depuis début 2016, en fait, tout ce que j'ai est entièrement géré par des agences. Alors, j'ai pas une agence qui gère tous les biens, je prends systématiquement des agences, soit celles avec laquelle j'ai acheté le bien, soit qui sont situées vraiment à proximité immédiate du bien que j'ai acheté, avec lesquels je négocie, des, comment dire? Les frais de gestion. Donc en général, c'est 5 TTC par an, enfin par mois, donc par an, c'est pareil. Et puis, et pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai un locataire qui a un problème de fuite, qui a un problème de clé cassée, qui a un problème de chauffe-eau ou quoi, les agences qui sont situées à proximité connaissent par cœur et ont de bonnes relations avec le plombier, l'électricien, le couvreur en cas de besoin, et ça va être très réactif. Si je fais gérer ça par un site internet ou à une société qui est à Paris pour un bien qui est à Marseille, ils connaissent pas les numéros des plombiers, ils connaissent pas tout ça. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment besoin que ces gens-là soient quelque part mes yeux et mes mains sur place. Et tu vois? Et le fait de gérer, c'est là où vraiment je me suis senti vraiment libre par rapport à l'immobilier. Je suis parti vivre pendant 2 ans à Nouméa, hein. Nouméa, c'est quand même, à 1 500 kilomètres au sud-est de l'Australie, donc c'est quand même c'est l'autre bout du monde, hein, c'est 22 000 kilomètres depuis Paris, et j'ai tout géré, tout nickel, tout facilement parce que j'avais des agences immobilières qui étaient là. Donc ça OK. m'a j'aurais pas pu le faire si j'avais pas délégué cette gestion. Ça, c'est clair. OK et du coup, ça c'est intéressant de savoir un petit peu, beh, en ayant délégué, combien de temps ça te prend, l'immobilier tous les mois? Est-ce que ça te prend quand même du temps parce que tu as beaucoup d'appels, des agences Non. et cetera? Non? Quand tu OK. délègues tout, moi, si tu veux, ce que j'ai convenu avec les agents immobiliers, c'est que s'il y a des petits travaux à faire, si les travaux sont inférieurs à 300 euros, ils passent commande sans même me consulter. Ils ont ma confiance, donc moi, j'ai plus que la facture à payer, et ça, tu te connectes sur ton téléphone, ça prend 3 secondes. Je veux dire, une banque en ligne, ça va très, très vite. Après, ce qui prend un peu plus de temps, c'est une fois par an, c'est lorsque tu dois faire les comptes. Là, tu vérifies bien toutes les quittances, les trucs, enfin bon, après, c'est le comptable qui fait ce travail-là. Donc vraiment, si je te disais, franchement, au cumulé sur l'année, on doit être sur une dizaine d'heures, mais même pas, mais même pas. Ça dépend si moi Ouais. j'y vais, ça va être le temps de déplacement. Après, j'aime bien être près de mes investissements lorsque je passe. Si je fais un petit trajet en voiture, je vais m'arranger pour passer devant. Je sais pas si c'est du temps qu'on peut comptabiliser, mais en tout cas, je sous-traite toute la gestion, et au quotidien, je peux être pendant 2-3 mois sans vraiment m'occuper de rien, et après, bon, si je vais faire 2-3 mails, je vais essayer de comparer des devis parce que je suis en train de faire rénover une salle de bain, par exemple. J'ai un devis à 5 000 €, un devis à 3 000, un devis à 4 700. J'ai un doute sur une qualité, donc j'ai quand même demandé à vérifier les assurances, décennales des, comment dire, des entreprises. Bon, c'est que du mail, ça se fait à distance, ça, tu pas obligé d'être sur place. Donc Ouais, ouais c'est franchement très, très facile. C'est très facile. Après, et les gens qui vont être attachés à tout faire eux-mêmes, bon, ces gens-là, ils risquent d'être bloqués parce qu'ils pourront pas tout gérer eux-mêmes. Moi, mon ouais. mentor qui a eu 140 biens, il pouvait pas, surtout quand il est décédé à 95 ans, il faisait rien lui-même, heureusement. Donc si tu veux, c'est pas possible. Tu es obligé de sous-traiter à un OK moment. et à contrario, au tout début, combien ça te prenait de temps, l'immobilier? Au tout Au tout début, début, quand tu as lorsque je commencé à gérais investir? Ouais, moi-même, écoute, quand tu as les colocations, ça prend un peu plus de temps parce que tu as un peu plus de turnover dans tes appartements. Mais, faire entrer, sortir un locataire, mettre l'annonce à distance, ça te prend, allez, le temps de rédiger tous les documents, ça peut prendre une petite heure avec l'habitude. Et puis après, tu as le déplacement. Après, c'est pour ça, si tu es trop loin, c'est pour ça tout à l'heure je disais, cherchez des biens qui ouais, sont à moins d'1 heure et demie de chez vous, parce que ça va vous fatiguer au début, parce qu'au début, c'est quand même bien de tout faire soi-même. Heu, mais, allez, au début, si ça me prenait, 3-4 heures dans le mois, c'est vraiment un grand maximum. OK, OK. Par contre, tout Voilà. ce qui est, bah, recherche active, enfin, avant d'investir, c'est là où vraiment l'immobilier, ça peut être très chronophage, où tu vas visiter, où tu vas faire tes Voilà. calculs, tu vas La la sortir ton la la Excel, tu recherche, vas faut vraiment assimiler ça
c'est comme un arbre en fait. C'est comme un arbre que tu plantes. Faut trouver la bonne graine, faut trouver la bonne terre, le bon terreau, les bons engrais en cas de besoin, le bon ensoleillement. Il faut arroser, il faut mettre un tuteur. Donc en fait, c'est le temps de faire naître va prendre du temps, sachant que le premier va peut-être te prendre, en termes de temps, ça va te prendre 100, le deuxième va te prendre 50, le troisième va te prendre 30 parce que tu auras des automatismes. Tu auras le numéro portable direct de ton notaire que tu vas Ouais, tutoyer. ouais, Tu auras clairement. le numéro portable de ton banquier qui, bah, c'est lui qui viendra chez toi pour gagner du temps, c'est plus voilà, enfin, pas tout de suite. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon banquier qui vient à la maison, mais c'est plus moi qui me déplace. Mais c'est vrai que c'est après, en fait, quand tu as tous les partenaires dans tes contacts, bah, ça va beaucoup plus vite. Mais ça, il faut quand même le temps de le mettre en place. Un petit peu comme pour toi, tu vois, le temps de bien maîtriser Boursorama ou de Giro, d'aller chercher, de comprendre un peu les chiffres, aller chercher la racine du truc et tout. Ça prend un peu de temps, mais une fois que tu as compris comment tout fonctionne, comme tu dis, c'est moins de 7 minutes par mois, donc c'est complètement faisable, hein. Yes. C'est juste, mais il faut pas lésiner sur le temps de d'apprentissage. Je pense qu'il faut être humble au début et se dire: «Voilà, j'y connais rien. Est-ce que c'est raisonnable d'aller emprunter, 300 000 € dans une banque pour acheter un bien immobilier? Je pense que je sais tout faire, mais en vrai, c'est un peu se dire: «Voilà, je vais me lancer sur l'autoroute. Je sais pas trop si, la pédale de frein, c'est celle du milieu ou si c'est celle de droite. Je sais pas trop comment on passe les vitesses, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est bon, je sais faire». Non, ce serait un peu dangereux. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil avec l'immobilier, sauf que, sauf que tu vois, je dirais avec la bourse, si tu commences avec 100 €, 500 €, tu peux te planter, tu vois? Tu vas pas te mettre trop en danger, tu vois? C'est pas trop grave, sauf si tu mets, Ouais. 50 000 € d'un coup, que tu perds tout d'un coup. Avec l'immobilier, tu peux c'est pour ça que j'ai au début commencé par quelque chose de petit et n'obstruez pas toute votre capacité d'endettement parce que, si tu te plantes, les dégâts peuvent être un peu plus lourds, donc tu pourras toujours revendre le bien. Mais si jamais tu fais des travaux toi-même et que finalement tu t'en sors pas, que tu as besoin d'emprunter plus et que la banque te refuse et que tu te retrouves bloqué à payer un crédit pour un bien que tu peux pas louer, tu te dis: «Mais mince, j'aurais peut-être mieux fait d'aller à la Fnac et de m'acheter un bon bouquin avant», enfin, tu vois? Voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, Pareil. juste, par rapport aux travaux justement, est-ce que pour être investisseur immobilier, il faut être un expert du bâtiment? Est-ce que toi, tu as fait tes travaux, tout Je suis seul pas ou du tu as tout un toujours expert, tout délégué? je suis pas du tout un expert du bâtiment. J'ai fait des travaux dans mon premier appartement, dans ma première résidence principale. Je me suis écrasé, 2 disques, au niveau des lombaires, donc non, je ferai plus jamais de travaux moi-même. Heu, j'aime pas faire ça. Mais après voilà, mais si les gens sont doués de leurs mains, ont vraiment un côté artisan, faut pas qu'ils hésitent à en faire un maximum eux-mêmes parce que forcément ça fait baisser la facture. Si en plus ils aiment faire ça, bah, qu'ils ne s'en privent pas, tu vois? Mais moi Ouais, clairement, je suis jamais allé faire un coup de peinture dans un de mes appartements. C'est un truc, ça m'intéresse absolument pas. Je préfère faire ouais. bosser mon peintre qui est très méritant, qui est très sympa et qui est en plus pas cher, qui, qui fera un bien meilleur travail que moi, beaucoup plus vite et beaucoup mieux, quoi. Donc Et non, non, est-ce que justement, c'est pas je fais pas parfois, l'expérience. est-ce que parfois c'est pas plus rentable justement de déléguer puisque ça sera peut-être mieux fait? Il y aura peut-être l'assurance décennale, il y aura aussi, le fait que tu puisses, Bah, en fait, si tu mettre veux, ça en charge? le pour moi, la vraie qualité de l'investisseur, chose que personne d'autre peut faire, c'est de trouver le bien rentable. C'est vraiment ça qui prend Ouais, le plus de temps au tout début et pour moi, si vraiment tu te lances dans l'immobilier, et que tu bosses à côté, le moindre temps libre que tu as, tu dois le consacrer à la recherche. Tout le reste, tu pourras toujours tout sous-traiter. Mais la recherche du bien, le fait de se déplacer, d'aller voir parce que Le Bon Coin, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut fermer le PC, il faut aller, sur le terrain pour vraiment voir, je te dis, aller discuter avec le serveur, du café. Il faut aller un petit peu se promener dans le quartier, regarder les écoles, regarder s'il y a des hôpitaux, si c'est pas une ville qui perd du monde, tu vois? Enfin bref, analyser un peu le pouls de la ville pour vraiment, savoir si ça en vaut la peine. Ça, pour moi, ça, c'est le vrai travail de l'investisseur que personne d'autre ne peut sous-traiter. ouais, ouais. Après, les travaux, faire les devis, tu des, comment dire? Des courtiers en travaux qui attendent que ça de travailler, donc faut pas hésiter, quoi. Ouais, ouais, clairement. OK et une question là, tu parlais justement de il faut aller sur le terrain et rencontrer les gens, rencontrer les agents immobiliers et ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves toi encore des biens sur, Le Bon Coin ou maintenant c'est que via ton réseau, via, le fait que tu te déplaces et que, Alors qu'on t'appelle avant que ça soit sur Le Bon Coin? Alors maintenant, ce que je fais, tu vois, ce que j'ai fait tout à l'heure là pour Blagnac et pour Toulouse, c'est quelque chose que je fais en vrai parce qu'en fait, ça m'aide à déterminer une zone de chasse.
quelque part. OK. Après, quoi qu'il arrive, je vais peut-être aller voir les appartements que j'ai cliqués. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur place, je vais taper agence immobilière sur Google, je vais faire un zoom sur la localité et je vais imprimer la liste des agences et je vais aller passer une demi-journée, je vais aller les voir chacune. Et je vais dire: «Voilà, moi je veux un T2, je veux moins de 80 000 € et je veux, ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là». Et comme ça, Ouais, après, d'accord. ils m'appellent, je leur laisse tout écrit avec ma carte de visite qui est attachée et après ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je les relance tous. Ce qui veut dire que si je collecte, 10 cartes, de visite d'agents immobiliers, je les rappelle chaque jour, enfin chaque, lundi à 15 heures par exemple, pour dire: «Oui bonjour, c'est Rodolphe, vous vous rappelez, je suis passé vous voir, je cherche bien des T2 80, je suis toujours en recherche très active». Il faut montrer en fait que tu existes, que tu es vraiment en recherche active. Comme ça, Ouais. dès qu'il y a un bien qui va rentrer dans l'agence, et il va t'appeler, il va dire: «Oui, bonjour Rodolphe, j'ai un bien qui correspond pile à votre recherche, j'ai un créneau ce soir à dis qui est dispo pour, venez le voir». Et comme ça, pourquoi je te dis ça? Parce que souvent lorsque le bien arrive sur le bon coin, bah, c'est déjà trop tard parce qu'il a déjà été proposé par les agents immobiliers à leur portefeuille de clients. Toi, il y a des gens qui disent: «Oui, il faut des années pour se faire un portefeuille, pour intégrer un portefeuille de clients d'agents immobiliers». C'est pas vrai, il faut un quart d'heure. Tu y vas, tu es structuré, tu essaies de faire tenir ton cahier des charges sur 3-4 lignes, hein. C'est pas la peine de dire que tu veux du carrelage bleu dans la salle de bain, du parquet dans le salon et non, non. Ouais, Tu ouais. dis une surface, un quartier, un prix max et basta, quoi, c'est tout. Il y a pas besoin d'être précis, 44 m², 52, non, c'est ridicule. Tu, Ouais, ouais. voilà, tu Très donnes 3 intéressant ça, ouais. Ça, trois c'est quatre une très critères bonne technique, je et pense. surtout c'est la règle des 20-80. Il faut que tu sois hyper efficace, 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 efficace et faut pas hésiter à être un peu énervé, à rappeler les gens, à toujours, faut pas lancer des mails aux agents immobiliers pour dire: «Oui, vous vous rappelez, je suis passé chez vous». Non, les agents immobiliers, le dernier que j'ai vu lorsqu'il a dit: «Voilà, vous avez reçu mon mail», je regarde sur son téléphone, il y a marqué 2 500 mails non lus. Je fais: «Ah ouais, c'est cool pour les autres clients ça». Ils sont tous pareils, ils sont tous débordés, donc non, il faut appeler. Il faut appeler ou s'ils décrochent pas, faites des textos, accrochez-les avec WhatsApp, j'en sais rien, mais faut être, ouais, faut être teigneux. Faut être enfin, Yes. on peut être un teigneux gentil, mais faut Ouais. s'accrocher. C'est plus ça que je voulais dire. OK. Ouais, super, super conseil, je pense, hein, franchement, merci beaucoup Rodolphe. Dernier sujet juste qu'on va aborder, heu, comment, heu, comment aller voir la banque? Comment leur parler à la banque, au banquier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et un petit peu quelle situation il faut au moins avoir, quand on veut investir en immobilier? Alors déjà, la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est d'aller voir sa banque alors qu'on n'a rien à lui proposer. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu vois, imagine, tu gagnes 3 000 € par mois, tu as 1 000 € de loyer, tu dis: «Voilà, écoutez, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Mathieu, et voilà, ça a parlé d'immobilier, je voudrais savoir moi combien je pourrais emprunter». Si la banque n'a pas de compromis à étudier, n'a pas de dire voilà, n'a pas de matière pour étudier ta situation, elle va te dire: «Non, écoutez, vous avez déjà 1 000 € de loyer, donc vous êtes trop endetté. Non, vous pouvez pas faire de locatif, c'est pas possible». Elles vont toutes te dire non. Tandis que si tu arrives avec un compromis, plus un petit dossier à côté qui dit: «Voilà, j'ai signé un compromis de vente pour, ce bien-là, donc qui fait 62 carrés pour, 65 000 € dans le quartier de Toulouse. J'ai fait une étude locative, on peut générer, 1 000 € de loyer avec. Donc du coup, j'ai largement de quoi payer le crédit. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je viens vous voir, et là, pour le coup, là, tu as de la matière et là, elle va dire: «Ah OK, on va se pencher. Là, il y a de la matière». Tu sais, il y a cette phrase, qui passe parfois sur Instagram tu sais, dans tous les chez tous les influenceurs un peu d'inspiration, de développement personnel, où tu as cette vidéo où tu as Nicolas Sarkozy qui dit, «C'est pas, le projet c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent». C'est exactement Ouais, pareil. Si votre projet est bon, si votre appartement est bon et que le projet dans sa globalité est rentable, l'argent vous l'aurez. C'est pas un problème parce que c'est pas l'argent, le banquier va pas vous donner de l'argent à vous. Le banquier va donner de l'argent pour que votre projet fonctionne. Donc si tu veux, même moi au début, j'avais du mal à me faire, financer les meubles et en fait, je disais au banquier: «Mais regardez, si je meuble pas mon appartement, je vais être obligé de le louer en foncier. Donc j'ai la moitié qui part en impôts. Donc non, les meubles font partie intégrante de la réussite du projet. Donc je vais insister, mais je veux les 7 000 € de financement en plus pour l'immobilier». Tu lui expliques clairement et ça passe, c'est bon. Et ouais, le ouais, ouais. banquier me dit: «Ah ouais, c'est la première fois que je finance des meubles avec une maison, quoi». Bah, je dis: «Oui, bah, bienvenue et je vais pas être le dernier parce que ça va devenir une mode». Donc C'est ça en fait le secret pour ouais, enchaîner en fait les biens. C'est toujours arriver avec ton exactement, projet et lui dire: «Ben exactement, voilà les chiffres, c'est rentable, si vous me financez, ben voilà, moi j'ai étudié, on a même une marge de sécurité» et cetera quoi. exactement.
Ouais, Et OK. en fait, si tu veux, ce qui est très, très intéressant, c'est que le banquier, c'est là aussi, c'est que il faut surtout pas se planter sur le premier. Le premier, il doit être réussi. Je demande jamais à ce que ce soit une réussite flamboyante, mais il faut au moins que tu respectes l'autofinancement, la tension locative et la qualité du bien. Parce que si, tu montres à ta banque que tu perçois 1 000 € de loyer, mais que tu as, 900 € de crédit, ça veut dire que tous les mois, tu as 300 € de ta poche à rajouter. Parce qu'il y a la taxe foncière, il y a les charges de copro, il y a quand même des frais qui arrivent et là, du coup, le banquier va dire: «Bah non, regardez, je vous ai prêté de l'argent pour faire un truc rentable et finalement, ça vous endette encore plus. Donc du coup, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied». Donc non, Ouais, ouais. il faut impérativement donc respecter cette fameuse règle des 70 et si ça marche, 6 mois après, tu retournes voir ton banquier, tu dis: «Regardez, je suis content, j'ai mis mon locataire en place, j'ai 1 200 € de loyer, j'ai 400 € de crédit. Regardez, j'ai mon compte, ça fait que gonfler, gonfler. Quand est-ce qu'on fait le prochain?» Et là, ce qui risque de se passer et ça arrive très souvent pour des élèves que j'accompagne ou même pour moi, c'est qu'au bout de 3 4 mois, c'est le banquier qui t'appelle pour dire: «Waouh, c'est dingue ce que vous faites», et puis après ton banquier t'envoie des annonces, sur Le Bon Coin: «Ouais, Rodolphe, qu'est-ce que vous pensez de ce bien-là?» Et je dis: Ah, «Écoute, quand lui je veut vais te dire ce que acheter? j'en pense, mais tu vas m'en financer un autre d'abord». Tu vois? Donc Excellent ça. Le banquier c'est ça. qui veut des conseils, sur l'immobilier ensuite, ouais. C'est excellent. Exactement, exactement. Mais c non, et ça franchement, c'est plus que courant. Même ton notaire après te demande, enfin tout le monde est bluffé en fait par le dossier bancaire que je demande aux gens de faire quoi. Parce que c'est complet. Après tu sais, tu viens pas emprunter 25 € pour acheter une paire de chaussettes, hein. Tu viens emprunter Mmh. 300 000 € qui est quand même, je dirais peut-être l'achat d'une vie pour certains, donc il faut quand même que ce soit préparé. Tu en as, heu, ils y vont, ils ont aucun papier, ils ont même pas leur pièce d'identité sur eux, ils ont rien du tout et ils demandent, un petit peu au doigt mouillé combien ils peuvent emprunter. Non, pour moi, c'est une erreur de faire ça. Ils vont se faire rabrouer par le banquier et le banquier aura raison, et puis après ils vont venir mettre un commentaire en disant: «Oui, bah, j'ai vu mon banquier, il m'a dit que c'était impossible». Oui, enfin attends, tu as proposé quoi à ton banquier? C'est pareil, c'est exactement Ouais, ouais, pareil. c'est pareil. OK. Bah, super, super, Rodolphe, franchement, il y avait réponse tu as réponse à tout et vraiment, c'est pour ça que j'ai invité Rodolphe aujourd'hui, hein. C'est vraiment parce que, pour moi, c'est vraiment un expert de l'immobilier. C'est un gars qui a investi, c'est un gars qui accompagne maintenant, des investisseurs, des gens qui débutent aussi et d'ailleurs, moi, j'ai suivi son programme, de formation. Moi, je compte investir dans l'immobilier. Donc c'est aussi pour ça, vous savez, sur cette chaîne, je vous parle de mes investissements. Récemment, j'ai commencé à investir à SCPI, beh, j'ai parlé de SCPI sur ma chaîne. Là, c'est un futur plus ou moins proche, mais je vais investir dans l'immobilier et je commence activement à me former, par rapport à ça et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Rodolphe de passer, hein, parce que, c'est vraiment pour moi l'expert en immobilier et voilà, son programme en tout cas, il est super, hein. Je l'ai pas fini parce qu'il est très complet, ta formation est très complète et du coup, beh, il y a vraiment à négocier, le financement, la banque, même enchaîner après avec d'autres biens. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, déjà bravo pour ton travail, Rodolphe. Merci Ah beaucoup merci. aussi pour cette interview aujourd'hui et pour toute la valeur que tu as apportée. Ah, je t'en prie. Et et du coup, beh, alors l'Excel, tu as dit on pourrait le télécharger ton Excel, pour Exactement. ouais, Je vais te donner un lien de téléchargement, tu pourras le mettre en description en dessous, vraiment. En plus pour, si les personnes ont un peu de mal à l'utiliser, sous le tableau, il y a des liens vers des vidéos YouTube de ma chaîne dans laquelle j'explique comment bien servir, quelles sont les subtilités, qu'est-ce qu'il faut surtout pas toucher. Parce que voilà, c'est un logiciel qui est fait maison, hein. Je suis pas expert Excel de base, ouais. mais comment dire? Voilà, faut toujours garder une version vierge sur son bureau et travailler qu'avec des versions copier-coller. Comme ça, au moins, on a toujours une version qui est un peu immaculée sur son bureau, quoi. Yes. OK, donc du coup, vous trouverez en description l'Excel de Rodolphe pour faire donc toutes vos simulations et ça va assez loin, on a vu, hein, ça va jusqu'à la fiscalité, à quelle renta net, vous aurez, même en fonction des différentes fiscalités, si vous choisissez du meublé ou du nu ou même du, SCI à l'IS et cetera. Donc n'hésitez pas à télécharger ça, je mettrai du coup le lien en description et merci encore, Rodolphe. Est-ce que tu as quelque chose, à rajouter? Le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, ayez pas peur d'acheter de la pierre parce que, le bâtiment dans lequel vous êtes était peut-être sûrement déjà bien debout avant votre naissance et sera encore bien debout après votre mort. Donc, vous achetez du fiable, vous achetez du solide, quelque chose qui, même si sa valeur tombe à zéro, ça existera toujours, il y aura toujours une fonction. Ça pourra jamais disparaître et il y a un côté éternel. Enfin moi j'aime la pierre, j'aime le côté tactile du produit que j'achète et
et puis vos enfants, vos petits-enfants vous remercieront. Il y avait une pub sympa, enfin, j'avais vu ça dans le métro à Paris. Le bitcoin est populaire depuis une dizaine d'années, l'immobilier depuis des siècles et Parfait. ils mettaient l'accent sur ça, quoi. Donc ouais, OK. Bon, ben super, comme je vous le disais vraiment, moi, cette chaîne, elle est plutôt axée bourse, évidemment, cette chaîne YouTube. Mais vraiment la l'immobilier pour moi, c'est, le deuxième pilier de l'investissement et c'est super de pouvoir allier les 2 et c'est ce que tu fais toi, Rodolphe, hein, du coup, tu investis aussi en bourse? Bah, écoute, moi, si tu veux, j'ai mon immobilier qui me génère, un petit peu d'argent. J'ai jamais changé tellement de train de vie, donc en fait, j'arrive pas à dépenser tout ce que ça me génère et en Ouais, fait, ce que je fais, c'est que tout l'excédent que je dépense pas et bah, je le tu place, réinvestis. notamment sur des ETF que tu m'as chèrement conseillés donc voilà, donc je suis très Yes. content. Yes, Voilà, ouais, clairement, c'est immobilier, bourse, hein, quand on parle d'investissement, c'est vraiment les 2 piliers majeurs, quoi. exactement. Merci beaucoup, Il faut vraiment ouais, pas voir l'immobilier et la bourse comme 2 choses qui sont complètement contraires ou quoi. Au ouais, enfin, c'est certes, c'est 2 produits qui sont différents, mais quand tu mets l'un avec l'autre, lorsque tu fais travailler tes excédents avec les intérêts composés et que tu rachètes après par anticipation tes crédits et que tu fais de l'amortissement indirect avec justement le fait que tu fais travailler à 10 de l'argent que tu as emprunté à 1,8, c'est ça l'amortissement indirect? Et bah, tu fais une boule de neige, mais qui est juste énorme, quoi. Donc yes. pour moi, c'est complètement complémentaire. Ouais, ben, on est sur la même, philosophie encore une fois. Merci beaucoup, Rodolphe, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne, S'investir et à une prochaine. Ça marche. Merci Mathieu, merci à tous. Ciao, ciao. Salut.